Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Eh bien, soyez les bienvenus à bord de votre émission de débat Faut qu'on en parle. Bien souvent, en tant que personne entièrement dotée de tous nos sens, nous ne faisons pas assez attention à ceux qui ont des handicaps. Qu'ils soient aveugles, malvoyants, sourds ou malentendants, nous avons décidé de braquer les micros et les projecteurs sur ceux qui sont trop souvent dans l'ombre et dont on ne parle pas assez. Comment faire lorsque l'on est dépossédé d'un de ses sens ? Nous allons savoir comment ils s'en sortent au quotidien de leur vie. Faut qu'on en parle, c'est une émission interactive, alors n'hésitez pas à interagir avec nous pendant le direct, sur les réseaux sociaux et même toute l'année sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75. Pour co-animer cette émission, bien sûr le duo inséparable est réuni. Je suis bien évidemment accompagné de Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. L'Assemblée nationale a voté. Les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, AAH, à compter d'octobre 2023. La France met-elle suffisamment d'aides et de mesures pour aider les personnes handicapées ? Quelles sont les aides en France qui existent pour aider les personnes dépourvues d'un de leurs sens ? Comment sont-elles accompagnées au cours de leur vie ? Comment être parent d'un enfant porteur d'un handicap ? Aveugle, sourd ou muet, comment arrive-t-il à s'adapter dans une société dans le jugement permanent ? Arrive-t-il à suivre une scolarité normale ? Comment se passe le monde du travail ? En France, 1,7 million de personnes sont atteintes d'un trouble de la vision, 932 000 personnes sont malvoyantes et un aveugle naît toutes les 15 heures. Un enfant sur 1000 naît avec une déficience auditive et 600 000 malentendants portent un appareil auditif. Les chiffres sont énormes. À quoi sont dus ces handicaps ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Dépourvu d'un de mes sens, comment je m'en sors ? C'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. On a Corinne Tortora qui est déléguée du Var des chiens guides d'aveugles. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Jean-Yves Viau qui est ancien médecin et devenu malvoyant. Bonsoir Jean-Yves. Jean-François Filag, aveugle depuis 20 ans à la suite d'un accident du travail. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Laurent Gachon qui est directeur adjoint du Var de l'Urapeda Sud. Bonsoir. Marion Cuillet qui est sourde et sa traductrice Peggy Montigny, intervenante en accessibilité et compréhension à l'Urapeda Sud. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Sophie Aboudaram qui est directrice de l'Adapt du Var. Bonsoir. Bonsoir. On a Rachida qui est malentendante et en charge de l'insertion professionnelle à l'Adapt du Var. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin on a Jean-Louis qui est malentendant. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Faut qu'on en parle, première partie. Lorsque vous avez vu le sommaire de l'émission en vidéo sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, vous avez été très curieux et vous nous avez posé pas mal de questions. Commençons tout de suite cette partie avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, puisque dans cette partie nous allons parler des aides qu'il peut y avoir lorsqu'on a un handicap sensoriel, peux-tu nous donner quelques chiffres sur le sujet ? Oui, lorsque l'on a un handicap, on montre souvent un dossier à la MDPH, il y a un délai de traitement. Aujourd'hui, il faut compter un peu plus de 4 mois quand même. Par ailleurs, on s'oriente vers de plus en plus de droits à vie maintenant. Fin août 2022, 225 000 personnes ont eu l'AAH à vie. Pour la RQTH, c'est plus de 402 000 personnes et 935 000 cartes mobilité, inclusion, transport qui ont été délivrées à vie. Les aveugles sont parfois accompagnés de toutous. Tu peux nous en dire plus sur ça ? Oui, bien sûr, les aides avec des chiens guides d'aveugles, c'est 1500 équipes en France en activité avec plus de 6000 équipes qui ont été formées depuis 1952. C'est aussi 220 chiens guides qui sont donnés à chaque année en France à des personnes déficientes visuelles. 300 personnes travaillent pour des chiens guides d'aveugles avec 70 éducateurs diplômés en France et plus de 600 bénévoles qui gravitent autour. Les personnes aveugles dans notre société, ça donne quoi ? Alors actuellement, 50% des déficientes visuelles sont au chômage. À noter aussi que seulement 10% des sites internet sont accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. 6% des livres sont adaptés à l'usage des aveugles et des malvoyants. Sur 500 films, par exemple, qui sortent au cinéma chaque année, seulement 100 sont audio-décrits. Et oui, 4% seulement des émissions de télé sont audio-décrites. Autant dire que l'accès à la culture et aux loisirs reste quand même compliqué. Et la surdité en quelques chiffres ? Selon l'OMS, dans le monde, c'est 4
466 millions de personnes qui ont une déficience auditive, dont 34 millions d'enfants. En France, on estime que 6% des 15-24 ans ont des problèmes d'audition. Et bien sûr, plus nous vieillissons, et pire c'est, à 65 ans et plus, c'est 65% des gens qui ont des problèmes d'audition. Un bébé sur 1000 naît sourd. Et oui, il faut le noter quand même, les chiffres sont difficiles à obtenir aujourd'hui, mais on estime quand même que 7 à 8% de la population française, soit environ 4 à 5 millions de personnes, ont des troubles auditifs. 400 000 personnes seraient totalement sourdes en France et seul un tiers d'entre eux pratiquent la langue des signes. 34% d'entre eux n'ont pas d'activité à cause des restrictions d'emploi. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. Et on a Tom de Forges. J'ai la chance de ne pas avoir d'enfants handicapés, mais je souhaite beaucoup de courage à ceux qui en ont. Ça a l'air d'être un sacré parcours du combattant. Samia de Saint-Léger, à quand la réforme totale des aides pour les personnes handicapées ? Aujourd'hui c'est injuste, il faut revoir le système. Les adultes bénéficiaires de l'AAH n'ont aucun intérêt à travailler, c'est un scandale, sinon ils perdent leurs aides. On le disait dans le sommaire, en France, 1,7 million de personnes sont atteintes d'un trouble de la vision. 932 000 personnes sont malvoyantes et un enfant sur 1000 naît avec une déficience auditive et 600 000 malentendants portent un appareil auditif. Les chiffres sont énormes. De plus en plus d'enfants naissent avec un handicap. Comment cela se fait-il ? Est-ce dû à notre mode de vie, surcharge mentale ou à une meilleure connaissance peut-être en termes de médecine ? Les personnes handicapées ont-elles des informations sur leurs handicaps ? On ouvre le débat. Qui veut bien se lancer ? Jean-Louis, est-ce qu'on t'a expliqué Jean-Louis ? pourquoi tu es malentendant ? Je suis malentendant de naissance. Oui. Est-ce qu'on t'a dit d'où ça venait ? On ne sait toujours pas d'où ça vient, pourquoi je suis né ainsi. Oui. Et voilà. T'as pas eu d'explication ? On n'a pas eu d'explication. La recherche est toujours en cours de ce que j'en sais. Mais Je crois avoir Oui. compris que vous demandiez si il y avait plus de connaissances sur le handicap, ce qui expliquerait qu'il y a Oui. de plus en plus de personnes en situation de handicap. Moi, je pense que oui, on a une connaissance de plus en plus grande sur le fait de déceler les difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes. Et du coup, on s'intéresse à ces difficultés. Et en s'y intéressant, forcément, on révèle le besoin de compensation, le besoin d'adaptation. Et je pense que c'est valable finalement ça pour quel que soit le type de handicap. Effectivement, d'autres Corinne peut-être ? Des idées sur le sujet ? Sur le sujet du handicap, comment on est handicapé, c'est-à-dire que moi je suis un petit peu dans la déficience visuelle puisque je représente les chiens guides d'aveugles dans le Var. La déficience visuelle, elle arrive ou par naissance, puisqu'il y a des enfants qui naissent déficients visuels, et ou par maladie, par accident. Là, on va le voir avec les personnes qui sont présentes. Pourquoi à la naissance, un de nos sens peut-il être défaillant ? Pourquoi des enfants naissent sourds, aveugles ou muets ? Laurent, une idée ? C'est multifactoriel, génétique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes néonataux, beaucoup de surdité peuvent s'installer suite à des naissances prématurées. Il y a aussi bien évidemment tout ce qui peut être de l'ordre des maladies intra-utérines, ou bien évidemment on met souvent en cause l'environnement, les perturbateurs endocriniens pour le développement des enfants in utero. Après, au-delà de ça, vous posiez la question tout à l'heure de la raison du handicap. C'est vrai que nous, en tant qu'accompagnants, en tant que travailleurs sociaux, directeurs d'établissement, on va plutôt s'intéresser à, une fois que la situation de handicap est là, comment on va la compenser ? Comment on va aider un enfant à grandir malgré ses difficultés, qu'elles soient sensorielles. Oui, parce qu'elle est là et il faut faire avec. Oui. Après, c'est le travail des chercheurs que d'aller explorer le pourquoi pour bien évidemment faire de la prévention par la suite. Comment savoir si un fœtus, par exemple, est sourd, aveugle ou muet, et à quel âge on peut découvrir un handicap ? Laurent ? Alors, intra-utéro, je crois que c'est pas possible. Encore une fois, on peut pas le savoir. Encore une fois, je suis pas médecin. Comment on peut savoir pour la trisomie ou autre ? En fait, aujourd'hui, c'est pas possible de le savoir. Jean-Yves, peut-être ? C'est-à-dire qu'au niveau chromosomique, effectivement, pour la trisomie, on peut le savoir. Mais une maladie, un déficit in utero, non, on peut pas le savoir. Donc, en fait,
c'est bien souvent c'est la maman qui se rend compte un petit peu, surtout si elle a d'autres enfants, que son enfant se développe pas de la même façon, qu'il ne comprend pas des choses. C'est qu'après la naissance vraiment qu'on peut Voilà, le savoir. tout à fait. Mais c'est-à-dire que pour un enfant qui naît, il y a parfois des choses évidentes parce que c'est une malformation, donc malheureusement ça se voit à la naissance. Il y a des enfants qui naissent sans leurs yeux ou avec des yeux atrophiés, enfin un problème physique. Et puis après, à la naissance, par rapport à la vision elle-même, on s'en aperçoit pas. C'est après au fur et à mesure des jours et des mois qui passent que parfois une maman s'aperçoit que son enfant n'a pas de réaction visuelle comme tous les autres. Voilà, mais c'est pour ça que, bien entendu, on peut pas. Les cas sont tellement différents que d'un cas à l'autre, ça va être difficile de vous donner une réponse. C'est exactement le cas de Marion. En fait, les médecins s'en sont pas du tout rendus compte. Et c'est sa grand-mère qui a découvert ça. Elle avait claqué la porte. Marion ne réagissait pas au bruit. À quel âge ? À 9 mois. Ah oui, ok. Voilà. À 9 mois. Et du coup, ils l'ont amené chez un médecin. Et là, ils ont découvert effectivement sa surdité. Et toi, Jean-Louis, c'est à peu près une histoire similaire ? L'histoire est similaire, certes. On a mis du temps, par contre, à trouver mon handicap. Je pourrais pas vous donner l'âge, je ne l'ai pas en tête. Tu étais tellement petit, tu t'en rappelles plus en fait. C'est ça. Je sais que j'avais déjà commencé ma scolarité à ce moment-là. Ah oui. Pas longtemps. Mais en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est que quand on est avec et que les gens ils réagissent normaux vis-à-vis de nous, on peut pas être conscient que l'handicap est là. Oui. Et donc du coup, nous on ne peut pas non plus faire ressurgir le déficient qu'on a, quoi. Rachida ? Je prends la suite. Donc, mes parents, quand nous sommes malentendants, c'est très difficile à déceler. Je suis née dans les années 1970. C'était pas encore au point l'accompagnement pour les enfants sourds malentendants. Donc, j'avais un caractère de base très refermé. Par la suite, dû à mon handicap, et il faut savoir que nous avons une grande faculté d'adaptation. Donc, je n'entendais pas les bruits, donc j'étais sage. J'étais dans mon coin, j'étais pas une enfant très vivante, puisque je vivais déjà dans un monde de silence. Et lorsque je suis rentrée en maternelle, c'est là qu'on a commencé à se poser des questions, parce que j'avais du mal à interagir avec les autres élèves, avec la maîtresse. On devait souvent venir me taper sur le dos et on adopte des positions où on est... par exemple, je regardais souvent le visage des personnes pour pouvoir comprendre ce qu'elles disaient. Donc, instinctivement, j'ai appris la lecture labiale. Donc, par la suite, on m'a retirée du système scolaire classique en me mettant dans une école de sourds, muets, complètement. Il y avait très peu de malentendants et j'ai dû apprendre à signer. Ce qui a été un véritable choc pour moi car là, je me suis sentie différente. Différente car j'étais à cheval sur deux mondes, le monde des entendants et le monde des sourds et muets. Et j'ai fait un blocage sur la langue des signes, donc j'ai dû apprendre. En même temps, j'avais commencé à apprendre à lire et à écrire de manière classique. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de parler comme tout le monde grâce à la médecine et à des heures intensives d'orthophonie. Parfois, j'élève la voix, je ne connais pas le son de ma voix. C'est l'extérieur qui me dit. Alors là, dans le casque, tu t'entends, Rachida ? Oui, tu entends le son de ta voix ? Je m'entends, mais en fait, c'est rare, il faut savoir que le son, ce sont une série de vibrations. Donc, lorsque vous faites de l'orthophonie, on associe un son à une vibration. Et à ce moment-là, vous apprenez à distinguer différents sons. Il y a des sons que je n'entendrai jamais. Il y a des sons que j'ai appris à entendre parce que donc, je suis sourde d'une oreille et malentendante d'une autre. Donc, je suis appareillée. J'ai beaucoup de mal parfois à porter mon appareil car il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont très fatigants, donc on va aborder le sujet plus tard. Tout à fait. Voilà, donc je passe la parole. La technologie aussi aide à ce que les personnes qui sont malentendantes entendent de mieux en mieux. Jean-Louis, par exemple, tes appareils de l'époque n'étaient peut-être pas aussi performants que ceux que tu as maintenant ?
Effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions, heureusement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'avantages sur la nouvelle technologie qui permettent de mettre en place des programmes qui permettent de mettre en valeur la conversation. Je peux changer les bruits environnants en fonction de l'endroit où je suis. En supprimer, voilà. En supprimer. Je travaille dans un environnement bruyant avec beaucoup de machines. Je peux aussi changer le réglage qui permet de diminuer le son des machines pour que j'entende mieux mes collègues lorsque on intervient. On a Thérèse de Marseille, Mylène. Oui, qui sur Facebook nous dit quand on m'a dit que mon enfant était malentendant, alors qu'il n'avait que 3 ans, on m'a dit estimez-vous heureuse qu'il soit juste sourd et pas autiste. Est-ce qu'il est prévu que les médecins soient formés à l'annonce de ces handicaps parce qu'elle trouve que c'est un scandale? Et quand on lit la phrase, on peut comprendre. Jean-Yves je suis Alors, tout à je fait voudrais d'accord. rebondir sur la notion de handicap. En France, nous sommes malheureusement encore en retard par rapport à d'autres pays anglo-saxons, par exemple. Le handicap en France reste une particularité assez forte. Il y a de l'évolution, des médecins qui disent estimez-vous heureux que votre enfant soit uniquement sourd et pas autiste. Je pense qu'il y en a plus tant que ça et que à la base ça devait être un mauvais médecin. Parce qu'aujourd'hui, les parents sont accompagnés juste après la naissance à gérer, à comprendre aussi le handicap de leur enfant, quel qu'il soit. Nous avons quand même en France des structures qui accompagnent les parents, qui accompagnent aussi vers les appareillages pour les malentendants. Certes, aujourd'hui, ça reste des appareillages extrêmement coûteux. Il faut savoir, la sécurité sociale rembourse une infime partie. Il y a aussi le système scolaire qui n'accepte pas parfois et qui ne met pas en place des accompagnements spécifiques. Oui, on reviendra sur ce point-là un peu plus tard. Mais je tiens à signaler que le handicap, aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup d'avancées et les parents sont quand même accompagnés tout au long de ce cheminement pour la santé, le bien-être de leur enfant. Alors justement, comment on peut mieux assister les parents à la suite d'une annonce d'un handicap, médicalement et administrativement? Peut-être Laurent, je ne sais pas. L'accompagnement des parents, il y a quelque chose qui est important dont on n'a peut-être pas encore parlé, c'est qu'il y a aussi, on parlait tout à l'heure du développement des nouvelles technologies, c'est quelque chose de très intéressant pour l'appareillage. Ça a aussi permis aux parents de se rencontrer et d'échanger autour de la situation de handicap. Les groupes Facebook pour ceux qui utilisent ce média social, mais permettent aussi aux parents de se regrouper plus facilement, d'avoir des avis, d'avoir des conseils, aussi une orientation qui est faite par des gens qui sont passés par les difficultés qu'ils rencontrent à ce moment-là. Après, sur la question de la surdité particulièrement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un dépistage précoce qui est systématiquement proposé aux parents dans les 48 heures qui suivent la naissance d'un enfant. C'est assez rare quand ces tests ne peuvent pas se faire, ce qui fait qu'il y a en tout cas une connaissance très, très tôt de la situation de malentendance ou de surdité. Pour les aveugles, les malvoyants, c'est la même chose, Corinne? Pour la scolarité? Comment sont assistés les parents, etc. Les groupes Facebook ont aidé? Alors les parents, c'est souvent un parcours du combattant parce qu'on découvre peut-être pas tout de suite que son enfant est déficient visuel. Comme je disais, il y a des choses évidentes à la naissance, on peut voir que son enfant est non-voyant. Ce qui est plus difficile, c'est la malvoyance en fait. Donc parfois, les enfants commencent une scolarité normale, ont des grosses difficultés, qui ont l'air d'être des difficultés scolaires. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on n'a pas allé chez l'ophtalmo quand on était très jeune, quoi. C'est à partir du moment où les parents se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un problème. Voilà, donc certains parents mettent quand même beaucoup de temps à comprendre que ça n'est pas un problème scolaire, ça n'est pas un problème d'attention, ça n'est pas un problème qui est lié à un comportement, mais il y a des enfants qui font un parcours assez long avant qu'on détecte la malvoyance. Après, une fois qu'ils sont qu'ils sont considérés comme malvoyants, que les parents, avec l'équipe éducative, s'est rendu compte qu'il y avait un problème et qu'enfin ils rencontrent un ophtalmo qui mette le doigt sur son problème, à ce moment-là, il y a une structure dans chaque département qui prend en charge ses enfants. Voilà, et la scolarité est suivie du début à la fin, c'est-à-dire même de la crèche. Si on s'en aperçoit à la crèche, cette structure prend tout de suite le relais
et à ce moment-là accompagne les parents de diverses manières auprès de l'équipe éducative. Donc chaque département, il y a une structure qui s'occupe des enfants déficience visuelle et qui les suit tout au long de leur scolarité. Très bien. Peggy, Marion voulait intervenir tout à l'heure ? En fait, elle voulait intervenir parce que elle n'a pas la même approche que Rachida. Donc Rachida, rappelons-le, qui est malentendante, et Marion qui est sourde complet. On le rappelle pour nos auditeurs, hein, donc Peggy traduit à Marion, et voilà, donc des fois il peut y avoir un petit peu de latence. Donc Marion veut revenir sur ce point. Oui. Alors, d'une, elle voulait préciser que on dit pas sourd et muet, parce que quand on est sourd, on n'est pas muet. Voilà. C'est juste une petite précision qui est très 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 important pour eux. Elle pourra essayer de faire quelques mots dans le micro de Rachida, hein, si elle veut. Éventuellement, c'est pas un souci qu'on entende un petit peu sa voix à l'antenne. Vas-y, Peggy, continue le temps que. Et en fait, Marion est signante. Et pour elle, ça a été une véritable révolution de rencontrer d'autres sourds et de signer. Et elle s'est vraiment intégrée et elle s'est justement plus sentie seule. Voilà, elle a découvert son monde à partir du moment où elle a signé. Parfait. Non, tout à l'heure, elle essaiera peut-être de nous faire quelques petits mots. Du coup, quel est le pourcentage de chance qu'un enfant sourd ou aveugle, peu importe l'handicap, ait par la suite un autre enfant handicapé ? Est-ce que c'est génétique, héréditaire ? Est-ce que ce n'est que génétique ou pas ? Peut-être ? Point de vue médical ? Mais c'est une maladie comme la rétinite pigmentaire qui peut être héréditaire, génétique. Bon, il y en a qui... Sinon que des garçons. Il n'y a pas de généralité en fait. Il n'y a pas de généralité. De toute façon, la déficience visuelle, ce sont des maladies, ce sont des malformations. C'est très vaste, quoi. Je suis la seule malentendante de ma famille. J'ai 3 enfants qui entendent parfaitement bien. Très bien, c'est bien. Donc voilà, il n'y a pas de. S'il n'y a pas de maladie congénitale ou de maladie génétique, non, pas du tout. Il n'y a pas de pourcentage pour avoir des enfants par la suite en situation de handicap. Ok, donc voilà, qu'on se rassure. Oui. Et toi, Jean-Louis, est-ce que c'est génétique ou pas ? Parce que je crois que tu as un frère qui est malentendant, une sœur qui entend bien. Effectivement, j'ai un frère qui est dans le même cas que moi, et j'ai une sœur qui, par contre, elle n'a pas de problème auditif. Donc, est-ce qu'il y a un rapport génétique ? La question se pose encore. Effectivement. Bon, Ah, oui. Alors, Marion est la seule malentendante de sa famille, mais Marion connaît la cause. Voilà. C'était une maladie pendant la grossesse de sa maman, la rubéole. D'accord, qui a causé ça. Mais après, il n'y a aucune certitude, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir la certitude de ça, mais ils pensent que ça viendrait de là. Aujourd'hui, on peut le savoir, ça ? C'est plus facile ou pas ? Non. Même réponse que tout à l'heure. En fait, que ça soit la surdité, la cécité ou d'autres situations de handicap, les origines sont tellement diverses qu'il est absolument impossible de faire quelque généralité que ce soit. Les généralités, on va les avoir encore une fois sur les conséquences d'une situation de handicap. Très bien. Et bien maintenant, on va se faire un petit focus. On revient dans quelques secondes. On va parler toutou un petit peu. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Alors, appareil auditif, lunettes, combien ça coûte ? Quel remboursement en 2022 ? Quelles sont les conditions ? Et surtout, quelles sont les aides financières qu'on peut avoir en 2022 ? On va parler de ça et après on va dériver sur les toutous. Qui c'est qui peut nous parler un petit peu des aides financières aujourd'hui autour de cette table ? Sophie, peut-être ? Sophie, peut-être ? Ok, donc on peut avoir effectivement des aides quand on monte un dossier auprès de la MDPH, donc Maison départementale des personnes en situation de handicap, grâce à une aide qui s'appelle la prestation de compensation du handicap, qui comporte plusieurs volets et qui permet, dans un des volets, il y a des forfaits spécifiques dédiés aux personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes et sourdes ou malentendantes et qui permettent d'acquérir le matériel dont on peut avoir besoin. On peut avoir une aide pour aménager son logement, notamment pour les personnes sourdes qui peuvent avoir besoin d'adapter les logements avec des signaux lumineux plutôt que des signaux sonores. Donc la MDPH est l'interlocuteur privilégié. Quand on travaille, ça peut être l'AGFIP ou le FIP, puisqu'on peut aussi bénéficier d'adaptation de son poste de travail. On peut aussi bénéficier d'aide quand on monte des dossiers auprès de clubs services comme le Rotary, comme le Lions Club, comme on peut interpeller des fondations aussi. Et combien ça coûte en moyenne d'être handicapé ?
Je vais mettre un joker parce que je ne suis absolument pas capable de répondre à une question pareille. On peut poser la question par exemple à Jean-François, qui n'a pas trop parlé depuis le début de l'émission. Bonjour, je m'appelle Jean-François Filag. Qui nous racontera tout son parcours tout à l'heure. Combien ça coûte aujourd'hui ça coûte très cher. Malvoyant? Ça coûte très cher. Donc déjà, une canne blanche, qui est un morceau de ferraille avec une roulette au bout et un élastique pour la plier. Ça coûte dans les 60 à 70 euros. Ah oui, juste pour ça. Ah oui, c'est du vol. Remboursé, donc 100% de la sécurité sociale, c'est 6 euros. Ah. Voilà, les 100% de la sécu, moi, c'est ce qui me rembourse, en tout cas, sur ma canne. Donc, 10%, voilà, 10%. Mais c'est les 100%, c'est des barèmes qui datent de très longtemps, en fait. En même temps, c'est parce que ça vaut peut-être pas à la base beaucoup plus et peut-être certains abusent sur les prix du matériel. Pour oui, je sais pas, ça, je pourrais pas dire. Après, comme le matériel informatique, c'est très, très cher. Une synthèse vocale, ça revient dans les 3 000 euros à peu près pour monter sur votre ordinateur. Donc, vous n'avez pas toujours des aides. Et ce qu'ils ont fait aussi maintenant, la MDPH, je voulais revenir à ce qu'elle disait Sophie tout à l'heure, c'est qu'ils font des aides, mais il faut lire entre les lignes. Parce que moi, on m'avait proposé une aide au début que j'étais avec les chiens guides. C'était que donc on me fournissait tous les mois 100 euros pour nourrir mon chien. Mais le hic, c'est qu'il vous supprime votre allocation compensatrice tierce personne. Ah oui, mais ça, c'est parce que vous faites partie d'une génération qui a connu effectivement la CTP, l'allocation compensatrice. Voilà. Absolument. Oui, voilà. Et donc, par exemple, une personne qui touche l'allocation adulte handicapé, qui est de 900 euros, parce que moi, je ne suis pas concerné, étant accidenté du travail, je suis payé par la sécurité sociale. En plus d'avoir pour un mâle et non-voyant, je ne sais pas si ça fonctionne pour les mâles et non-entendants, une allocation en plus pour aider, pour avoir une aide ménagère à la maison, et c'est dans les 800 ou 900 euros aussi. Donc il y a des aides, mais ça coûte quand même très cher aujourd'hui. Voilà, mais le truc, c'est que si on vous enlève l'allocation compensatrice, il vous reste que 100 euros sur 900 euros que vous aviez à la base. Donc déjà que la vie, elle n'est pas facile. Et si en plus on vous retire ça, donc c'est encore moins facile pour les mâles et les non-voyants. Pour faire un petit peu d'histoire, en fait, avant que la MDPH existe, il y avait ce que beaucoup ont pu connaître qui s'appelait la Cotorep, et il y avait finalement quasiment pas d'aide pour les personnes en situation de handicap. Mais il y avait des forfaits qui pouvaient être attribués, dont le forfait qui s'appelait l'allocation compensatrice tierce personne ou l'allocation compensatrice pour les frais professionnels. Simplement, c'était forfaitaire et ça n'était absolument pas adapté à l'ensemble des situations qui pouvaient exister. Donc, il y a eu une réforme du système. Quand la réforme, à peu près? 2006. D'accord, oui. Création des MDPH, 2006. Et donc, au moment de cette réforme, l'État, le gouvernement et les associations d'ailleurs ont plébiscité puisque ça fait suite à la loi de 2005, qui est la grande loi qui a réformé l'approche du handicap en France. Le principe d'une prestation qui serait adaptée à la situation de la personne et non pas sur un principe forfaitaire. L'idée étant qu'une personne en situation de handicap, selon l'environnement dans lequel elle vit, n'a pas forcément les mêmes besoins que son voisin qui vivrait dans un autre environnement. Donc il y avait une bonne idée au départ, mais pour les personnes qui touchaient l'allocation compensatrice tierce personne, effectivement, si on leur demandait de faire le choix, et quand la question n'a pas été posée, on se retrouve dans la situation que vous êtes en train d'évoquer. Voilà, ouais, absolument. Peggy, pour Marion En fait, Marion voulait préciser qu'avec la MDPH, elle touche la PCH, une prestation de compensation du handicap. C'est en moyenne 413 euros par mois pour qu'elle puisse en fait faire appel à des interprètes quand elle en a besoin. Et ça lui comble ce qu'il lui faut ou il en manque? En fait, pas toujours, non. En fait, il y a des moments où... en fait, la PCH, elle l'utilise quand elle le demande dans sa vie du quotidien.
dans sa vie du quotidien. Après, pour le travail et tout, c'est le travail qui prend en charge tout ça. Alors, ça dépend des périodes. Il y a des fois, elle est maman, donc des fois, elle a besoin d'accompagner ses enfants chez le médecin. Des fois, elle a besoin d'une interprète. Et en un mois, des fois, elle a besoin de plusieurs rendez-vous. Ça suffit pas. Des fois, ça suffit. Voilà. Et parce qu'elle dit, en fait, pour une interprète, ça monte vite à 100 € de l'heure. Donc 400 € par mois. Ça fait 4 rendez-vous. Ça fait 4 rendez-vous. Et puis avec un inconvénient, c'est qu'on n'a pas toujours une interprète sous la main quand on a besoin d'aller chez le médecin pour son enfant qui est malade et qui n'a pas décidé et planifié d'être malade. Alors on y vous reviendra. disiez ça coûte cher le handicap, excusez-moi. Oui, c'était le thème là. Ça aussi c'est pareil, c'est une question très vaste. D'abord, on n'a pas parlé du handicap moteur. Je pense que le handicap moteur coûte cher aussi. Là, on est sur l'essence. Voilà, on est sur l'essence. Au niveau oui. du handicap visuel, ça dépend aussi des personnes, parce qu'avec la nouvelle technologie, il existe maintenant un tas de petits appareils dont Jean-Yves peut-être vous parlera très bien, parce qu'il en utilise plein. Et c'est vrai que ces appareils, c'est de la nouvelle technologie, c'est pas fait c'est fait en petite quantité peut-être, je sais pas, c'est pas trop étendu, donc c'est des appareils qui coûtent très cher. Donc plus on a envie de justement d'avoir des aides qui sont un peu plus au goût du jour, et plus ça coûte cher. Et bon, après ils sacrifient beaucoup d'argent à ça, parce que justement ça peut aider grandement leur quotidien. Donc c'est pas vraiment un sacrifice au final. Non, c'est pas un sacrifice. Je rebondis sur le prix des appareils auditifs dernier cri, qui peuvent aller jusqu'à 5 000 € l'appareil. Ouais. Donc en sachant que la sécurité sociale rembourse sur une base de 120 €. Ouais, ok. Donc en gros, c'est rien, un quoi. appareil qui va vous permettre d'aller au cinéma, qui va vous permettre de travailler en toute tranquillité, de ne pas avoir des effets secondaires qui sont des maux de tête. Quasiment en fait une ouïe de vivre en normale, fait. Voilà. de vivre entièrement. Donc de pleinement. vivre normalement dans un monde fait de bruit. Et donc je dirais que le handicap coûte cher. Mais les spécialistes aussi, les médecins, voire régulièrement les médecins, ça coûte cher. En moyenne, pour faire un bilan auditif, il faut attendre au moins 6 mois, donc pour avoir un rendez-vous. Et puis, parfois, vous avez une mutuelle, c'est très bien remboursé. Mais du coup, c'est quand aujourd'hui, en 2022, il est possible d'avoir une vie plus comme tout le monde, on va dire, avec ce type d'appareil quand on a les moyens. Voilà, exactement. Donc, voilà. Pour avoir les moyens, on a l'AAH qui existe. À qui est-ce réservé? C'est à partir de quel âge? Qu'est-ce que c'est l'AAH? Alors, je reviens juste, c'est une allocation d'adulte handicapé qui permet de vivre sur une base de 960 €. Je ne me rappelle plus le montant exact, mais c'est une aide parce que la personne en situation de handicap est en difficulté de trouver un emploi. Donc ce n'est pas un salaire, c'est une aide financière qui peut être assimilée à un revenu minimum pour une personne en situation de handicap. C'est une aide qui est versée par la caisse d'allocation familiale à la suite d'un dossier validé par la maison départementale des personnes en situation de handicap. Donc, vous faites un dossier, vous devez remplir ce dossier avec votre médecin traitant, expliquer pourquoi votre handicap vous empêche de trouver un emploi. Et à ce moment-là, il y a une commission et on vous accorde ou pas cette allocation adulte handicapé. Oui, parce que toi, Jean-Louis, tu as l'AAH, mais avec ton métier, elle fluctue avec le temps. Des fois, tu gagnes plus, des fois, tu gagnes moins. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Explique-nous un peu ta situation. Alors effectivement, moi je perçois la AAH depuis mes 20 ans, qui avant je percevais la AEEH, l'allocation pour les enfants justement. Et la AAH c'est compliqué parce que j'ai un métier qui a un salaire qui varie énormément, qui fluctue énormément, notamment quand je fais juste des heures supplémentaires. C'est une catastrophe parce que la CAF me considère comme une fraude et me suspend les allocations parce qu'ils comprennent pas pourquoi d'un mois à un autre ça varie autant alors que je ne fais juste... C'est pas prévu pour en fait, ce système. Je sais pas si c'est pas prévu pour, mais disons que moi, l'AAH me sert pour me payer les produits d'entretien de mes prothèses auditives parce que c'est quand même important de bien les entretenir parce que comme
quand on a fait le tour de la table, on a vu que ça coûtait cher, qu'on pouvait pas se permettre, on peut pas se permettre de ne pas les entretenir et les laisser se dégrader. On a besoin de les entretenir. Donc, c'est sûr que dans la logique des choses, ça devait déjà nous aider à justement nous fournir, pour fournir les produits d'entretien. Alors, que justement toute personne normale n'a pas de produits d'entretien à payer, quoi. Alors Marion veut parler, Peggy, du coup. En fait, Marion veut réagir par rapport à ce que vous disiez. Rien que les piles pour les appareils auditifs, elle a à peu près 40 à 50 euros par mois de piles qui ne sont pas remboursées. Voilà. D'accord. Juste les piles. Voilà. Et ça lui permet d'entendre quoi, du coup? Parce que si elle a un appareil, du coup, pendant que Marion est en train de... En fait, Marion, elle va entendre, par exemple, un chien qui aboie. En fait, Marion n'entend pas du tout les sons aigus. Tout à l'heure, elle disait qu'elle n'a jamais entendu... Elle n'a jamais entendu un oiseau. Voilà. Elle n'entend que les graves. En fait, elle les ressent. Des basses, par exemple. Les basses, exactement. Donc, elle va entendre une voiture qui passe. Elle va savoir. Ça va vibrer. Mais elle ne distingue pas ce que c'est. D'accord. Voilà. Elle entend qu'il y a un bruit, mais elle va pas distinguer ce que c'est. Laurent, du coup, dans le cas par exemple de Jean-Louis, est-ce qu'il y a d'autres organismes comme les vôtres qui peuvent éventuellement venir en aide? Financièrement ou au niveau de l'accompagnement? Tout en général, les deux. C'est deux choses qui sont très différentes. Après, la question financière et de l'adaptation des revenus par rapport à la hache, c'est quelque chose qui est aussi complexe que ce qui a été mis en œuvre au niveau de l'impôt à la source. Puisqu'en fait, on a un système qui se voudrait flexible, mais qui peut difficilement s'adapter à des variations de salaire comme peut l'avoir Jean-Louis. Donc ça, c'est complexe. Après, sur les aides, encore une fois, il n'y a pas de réponse unique, puisque ça va dépendre des besoins de la personne. Une personne en situation de handicap, quel que soit son handicap, peut avoir des besoins au niveau de son travail, au niveau de son logement, au niveau d'un certain isolement dont la personne peut souffrir. On travaille beaucoup sur ces questions-là dans nos associations, puisque la situation de handicap isole, et elle peut aussi avoir des difficultés de budgétaires. On va aller solliciter du coup des aides de ce qu'on appelle nous le droit commun, c'est-à-dire que les aides que peuvent solliciter toutes les personnes qui sont en difficulté financière, même sans situation de handicap. On a Romane de Rouen qui nous dit: avec la fluctuation de mes revenus, la CAF me harcèle de questions et me suspend parfois l'aide. Est-ce que légalement on peut suspendre la AAH? Et quel organisme peut me venir en aide contre les abus de la CAF? Alors, je voudrais préciser que l'allocation d'adulte handicapé est versée par la caisse d'allocation familiale et elle est considérée comme un revenu minimum. Donc, un travailleur en situation de handicap qui trouve un emploi perçoit pendant 6 mois la totalité de son allocation adulte handicapé. Il doit remplir tous les 3 mois une déclaration trimestrielle de son salaire touché, par exemple, janvier 1 200 euros, février 800 euros et mars 600 euros. À partir de là, la caisse d'allocation familiale calcule selon un barème et son allocation adulte handicapé, évidemment, va diminuer après 6 mois. D'accord, après les 6 premiers mois en emploi, et il sera touché à partir de 60% de façon dégressive son AAH, son allocation adulte handicapé. Laurent, juste peut-être pour dissiper une petite confusion, la CAF, c'est l'organisme payeur. Oui. C'est-à-dire que c'est en fait, eux, ils vont verser l'allocation adulte handicapé, et cette allocation, son niveau, la PCH dont parlait tout à l'heure Sophie, elle va être décidée par la MDPH. Pour répondre à la question de votre auditrice sur le fait de trouver des interlocuteurs pour lui venir en aide, un des premiers interlocuteurs reste quand même la MDPH, avec des systèmes de conciliation. Il y a la possibilité de faire appel d'une décision, voire d'être reçu en commission départementale de l'autonomie. Et également, elle peut bien évidemment se diriger vers les associations de pairs au sens PAIRS, c'est-à-dire pour les personnes qui souffrent de surdité, ça va être les associations de sourds locales ou nationales. La politique d'accessibilité a permis d'améliorer les conditions de vie des personnes
à mobilité réduite, est-ce qu'elle a permis aussi d'améliorer les conditions de vie des personnes atteintes d'un handicap sensoriel? C'était une question que Marion voulait aborder. Alors, pardon, j'ai eu la traduction, j'étais en décalage. La politique d'accessibilité a-t-elle permis d'améliorer les conditions de vie des personnes atteintes d'un handicap sensoriel? Ouais. Donc là, Peggy traduit pour Marion, afin qu'elle puisse nous répondre. C'était une question que Marion voulait aborder. Elle nous en avait parlé lors de la préparation de notre émission. Quelqu'un a quelque chose à dire sur le sujet, Jean-François peut-être en attendant. Ouais, Oui, ils ont quand même fait beaucoup d'efforts déjà quand on a un chien guide, ce qui est mon va y cas. venir bientôt, ouais. On peut aller partout avec notre chien guide. On n'a pas le droit de nous interdire l'accès. Il y a un arrêté ministériel qui interdit, par exemple, si je veux aller au McDo, ils ne peuvent pas m'interdire l'accès avec mon chien. Voilà. Et après, dans les rues, l'accessibilité, il y a eu quand même beaucoup de... Oui, il y a eu pas mal de choses de faites. Et moi, la Seine, ça reste encore un peu... il y a encore du travail à faire. Ouais, c'est un peu partout vrai en France. Hein. Partout on les écoute, il y a du boulot encore. Oui, il y a encore beaucoup de travail. Déjà, les bornes, ils devraient faire des bornes parlantes. Par exemple, quand vous arrivez à un passage piéton, s'il n'est pas équipé d'un feu rouge. Comme par exemple en Italie où il y a les feux qui ouais, sonnent. Les feux sonores, oui, ça existe ici, mais j'ai entendu un gars, j'arrive pas à me rappeler, à la radio, il a inventé une application qui vous envoie des messages pour vous dire attention, il y a un obstacle, ou là vous avez la boulangerie à votre droite. Il pourrait le faire, ça prendrait pas de place. On arrive à tout miniaturiser maintenant. Je pense que c'est jouable ça de faire des trucs comme ça. Par exemple, moi je peux pas retrouver une boulangerie parce que j'ai plus d'odorat, donc je saurais pas où aller la boulangerie, quoi. C'est sûr. Donc, Peggy, du coup, pour Marion. Oui, Marion, en fait, par rapport à l'accessibilité, alors bien évidemment, il y a du mieux, il y a beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur tout ce qui est technologie. Par exemple, elle voulait préciser, par exemple, ils ont une application qui s'appelle Roger Voice, où ils peuvent eux-mêmes téléphoner, et en fait, ils ont une traduction qui se fait à l'écrit, ou une personne en visio qui signe et qui traduit ce que la personne au bout du fil lui dit. Ah oui. Alors, c'est révolutionnaire Bien pour sûr, eux, ouais. ils sont ravis. Clairement. Sauf que, la dernière fois, elle devait faire un appel un peu urgent, et on lui a dit, madame, faut patienter parce qu'il y a 30 minutes d'attente. Donc, elle attendait pour pouvoir discuter. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont pas encore au point, mais il y a quand même une belle évolution malgré tout. Voilà. Laurent? Après, juste sur la question de l'accessibilité, donc ça a été une des premières conséquences visibles de la loi de 2005, puisqu'il y a eu toute la volonté de mettre aux normes les établissements recevant du public. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros investissement financier, médiatique autour de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les rampes, etc. On se rend compte qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus simple pour les personnes en fauteuil. En revanche, dans ce travail sur l'accessibilité, c'est vrai que tous les handicaps dits invisibles, surdité, troubles cognitifs, autisme, ont été quand même complètement oubliés de cette démarche d'accessibilité. Pour un exemple, au niveau de la santé, normalement, un hôpital, c'est un établissement public. Il devrait être accessible aux personnes en situation de handicap, de surdité ou de troubles cognitifs, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, en tout cas dans beaucoup de départements, quoi. Rachida, rapidement. Alors, pour être rapide, la notion d'accessibilité reste un peu fluctuante. Juste un exemple flagrant, en tant que malentendante, vous allez à la gare, vous attendez votre train, il est indiqué sur un panneau, par exemple, qu'il arrive quai B, mais finalement, il y a un changement et ce changement se fait de manière orale. Donc, vous restez là, il y a un train qui arrive et vous prenez le mauvais train. Ça arrive très, 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 très souvent. En parlant de la gare, justement, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il existe Accès Plus pour les déficients visuels, c'est-à-dire que quand ils doivent faire un voyage, ils passent un coup de fil à Accès Plus et en fait, on les reçoit, on les accueille dans le hall de... Enfin, il faut qu'ils aillent au guichet et on les accueille dans le hall de la gare.
et une personne les amène jusqu'au quai, jusqu'au train pour entrer dans le train. Et à la gare où ils arrivent, il y a quelqu'un qui les accueille. Donc c'est vrai que voilà, il y a quand même c'est des choses qui se faisaient pas il y a quelques années. Voilà, ça c'est au niveau des gares. Après au niveau des villes, il y a eu des progrès sur les feux sonores puisque ça n'existait pas aussi il y a quelques années. Toutes les villes, les grandes villes, beaucoup de villes sont équipées de feux sonores avec une télécommande pour les déclencher qui leur est donnée par la mairie. D'accord, ok. Voilà, pour pas donc que ça se déclenche dès que tout le monde et c'est passe, une quoi. télécommande universelle, c'est-à-dire que vous allez à Paris, vous allez à Lyon, vous allez à Toulon, à la Seine, ça marche. Voilà, donc ça c'est quand même beaucoup de progrès. On a les bandes podotactiles, ce qui est devant les passages protégés aussi, qui ont quand même aidé beaucoup à trouver les passages protégés. Enfin, il y a des choses qui se font, qui évoluent tout doucement et qui aident quand même au handicap. Après, c'est vrai que au niveau de l'accessibilité des lieux publics, en fait, je remarque que au niveau de la déficience visuelle, on est un peu obnubilé par le braille. Alors, le braille, c'est Qui est très en bien. perte de vitesse finalement avec les outils Alors numériques. justement, voilà, il y a au niveau scolaire, les enfants déficients visuels apprennent le braille. Hein, et après, il y a des adultes qui deviennent déficients visuels, qui ont des difficultés à apprendre le braille, qui ont des difficultés ou qui n'ont pas trop envie parce que c'est quand même un travail, un apprentissage. Et en fait, justement avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui est sonorisé maintenant, nos téléphones entre autres, mais aussi un tas d'appareils, je trouve que l'accessibilité, on l'axe beaucoup sur le braille, alors que moi qui connais énormément de déficients visuels, j'en connais peut-être beaucoup moins qui apprennent le braille et qui utilisent le braille, plutôt que ces synthèses vocales qui sont maintenant aujourd'hui répandues. Voilà, je trouve que on n'utilise pas assez les nouvelles technologies qui en plus sont souvent bien plus faciles à apprendre justement quand on perd la vue. Il y a le braille, mais il y a aussi les chiens. Combien ça coûte d'avoir un chien ? Alors, ça coûte rien à la personne déficiente visuelle, aux non-voyants ou malvoyants, puisque les chiens, leur éducation revient à 25 000 €, parce que c'est des chiens qui vont rester jusqu'à 2 ans en éducation avec leur éducateur. D'ailleurs, nous en avons un. Voilà, nous en avons un aujourd'hui. Très, très sage. Oui. Voilà. L'éducation d'un chien revient à 25 000 €. Mais nous leur offrons, voilà pourquoi nous sommes en association avec des salariés, puisque nos éducateurs c'est un vrai métier, hein, il faut 4 ans d'études. On l'a dit au début. Voilà, donc mais seulement ça coûte, c'est offert. C'est pour ça que les associations existent. Alors pourquoi c'est offert ? Parce que des bénévoles se démènent. On fait pas appel aux subventions. On essaye par des dons et des legs. On vit beaucoup avec les dons et des legs, de récupérer des fonds qui permet d'éduquer ces chiens et d'entretenir ces écoles. Sur Internet, un chien guide d'aveugle, on peut donner sur votre site. On peut donner sur le site. Alors, il faut bien regarder que ce soit le site de la fédération, hein, parce que vous savez, maintenant, il y a beaucoup de déviance de tous les côtés sur les dons, sur l'argent. Voilà, donc on a aussi les clubs services qui travaillent beaucoup pour nous. Donc, c'est du bénévolat, c'est des gens qui donnent de leur temps pour essayer d'offrir ces chiens. Voilà, donc je dis que ça coûte rien, ça coûte ce que coûterait un chien de compagnie en fait. Hein. Un chien, ça coûte un peu plus cher que si on n'en a pas. Il y a la nourriture, il y a les vétérinaires. Bien sûr. Il y a des choses comme ça qui font, mais nous les offrons. Ça, il faut le savoir. Parce qu'on dit toujours ça revient cher un chien guide d'aveugle, mais il y en a qui oublient qu'on les offre. On pense pas toujours à le dire. On les offre. Et comment les personnes sont sélectionnées ? Comment ? Oui, je disais ce qui coûte cher, c'est pas le fait d'avoir le chien, c'est toute l'éducation. C'est l'éducation qui dure 2 ans, voilà. Et dans cette école, on éduque plusieurs chiens. Il y a du personnel, l'entretien de l'école, les vétérinaires, parce que les frais de vétérinaire, parce que c'est des chiens qui vont être suivis un peu plus qu'un autre. Hein. Il faut pas qu'ils aient de problèmes de santé avant d'être remis. Voilà, donc c'est tous ces frais-là qui vont durer pendant 2 ans, qui font que ça revient à ça. Et du coup, comment les chiens vont... Enfin, pourquoi cette famille plus qu'un autre ? Pourquoi cette personne ? Comment sont sélectionnées les personnes à qui vous faites don ? Elles ne sont pas sélectionnées, elles sont déjà en demande. Hein. Toutes les personnes... Vous avez une grosse liste d'attente, du coup ? Ouais, on a une liste d'attente importante, mais qui on donne satisfaction au bout d'1 an et demi, à peu près, un an et demi. Mais tous les déficients visuels ne demandent pas à avoir un chien guide d'aveugle. Il y en a qui n'en ont pas envie, ou qui n'en ont pas le besoin, ou qui pensent que c'est un peu compliqué d'avoir un chien à la maison.
Et après, les demandes, dès que la personne fait la demande, on n'obtient pas un chien guide aveugle du jour au lendemain. Il y a un petit parcours à faire. Voilà, on doit vérifier que la personne déjà a de l'autonomie parce que on va remettre un chien guide d'aveugle à quelqu'un qui est assez autonome. Le gérer, le voilà, il faut pas être resté. Il faut être habitué à sortir, à connaître au moins son entourage, son quartier, à avoir pris déjà le transport en commun avec une canne blanche. Voilà, tout ça, c'est vérifié par un instructeur en locomotion, qui est aussi un métier qui s'occupe de la déficience visuelle. Et après, tout un parcours, rencontrer un psychologue, parce qu'on ne remet pas un chien à une personne qui pourrait avoir des troubles psychologiques graves. Et puis, en plus, c'est son chien. C'est pas le chien d'une famille, donc il faut qu'il soit aussi capable de s'en occuper à 100%. Mais en général, peut avoir un chien, du coup. Alors, il y a une école qui est fédérée aussi, qui dit remettre des chiens à des enfants. Moi, je dirais qu'il les donne. Si, ouais. Pour nous, c'est 18 ans. Hein. D'accord, il faut ok. que ce soit un adulte. Alors, ils remettent des chiens à des adolescents. Voilà. Mais les enfants, vraiment, le maître d'un chien guide d'aveugle, il doit s'occuper de son chien à 100%. Et vous savez bien qu'un enfant à la maison, ça va être les parents. Voilà. C'est pour ça que moi, j'ai jamais vu d'enfant avec un chien guide. Des adolescents, oui. Nous, c'est 18 ans. Jean-Yves, toi, tu as un chien. La relation que tu as avec ce chien, qu'est-ce qui t'apporte en plus dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé depuis que tu l'as? Moi, mon parcours, c'est qu'il y a 35 ans, on m'a découvert un glaucome, entre guillemets, c'est-à-dire en fait une tension oculaire qui était trop élevée. Donc on m'a donné un traitement pour ça pendant, je vais dire, 30 ans. Et puis ensuite, les choses se sont dégradées, donc le traitement ne faisait plus effet, donc j'ai eu du laser. Et puis après le laser, c'est la troisième solution, c'est-à-dire des interventions chirurgicales. Et donc, les interventions chirurgicales n'ont pas stoppé l'évolution de ce glaucome. Le glaucome, c'est une maladie neurologique, en fait, qui fait que le champ visuel est diminué. Voilà. Et ce champ visuel... Il va se réduire, c'est ça, avec les années? Il se réduit, tout à fait. Mais le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. On s'en rend compte quand... on se rend compte qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a traversé, on ne le voyait pas, quoi. Ah oui, d'accord. Comme si on avait une espèce un trou dans la raquette, et il y a toute une partie qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que là, moi, si vous voulez, je te regarde, je vois que la tête. Mais tout ce qui est au-dessous de ta tête, si tu veux, je ne le vois pas. Voilà. Et encore, c'est flou, tu vois. Oui. Voilà. Encore, on est à quelques mètres de distance, en plus. Et donc, déjà, si tu veux, c'est difficile d'admettre que tu es rentré dans les malvoyants. Déjà un aspect psychologique de la chose. Il y a l'aspect psychologique, voilà. Donc, il y a 3 ans, j'ai laissé la voiture à ma femme. J'ai dit, je peux plus conduire, c'est pas possible. Je suis dangereux pour les gens, pour moi aussi. Mais enfin bon, c'était pas un problème. Et puis ensuite, il y a 2 ans, on m'a convaincu de prendre une canne blanche. Parce qu'on m'a dit, toi tu vois pas, mais les gens qui sont en face de toi ne se rendent pas compte que tu as une déficience visuelle. Tu n'as pas un problème qui fait que ton iris est perturbé. Voilà. Eh oui. Donc, il faut absolument qu'on te voie, et puis tu utilises cette canne pour voir un petit peu ce qui est devant toi. Parce que quand tu regardes devant toi, tu ne vois pas ce qui est au sol. Et ce qui est au sol, si tu regardes au sol, tu ne vois pas la personne qui est devant toi, le poteau qui va se présenter, tu comprends ? Voilà. Donc, et ensuite, la personne, donc l'éducatrice en locomotion que j'avais vue sur Lyon, m'avait persuadé qu'il fallait que j'ai un chien parce qu'en fait, j'étais une personne qui bougeait beaucoup, qui était très autonome et que avec l'évolution de cette maladie, je pourrais me débrouiller assez longtemps avec ce chien.
Voilà. Jean-François, toi, tu n'as pas de chien? Si, j'en ai. Ah, ok. T'es pas venu avec, c'est Non, tout. il prend trop de place, mon chien. Et il est pas stable. Il aurait voulu jouer avec la femelle et il est trop brut. Alors, j'ai un labrador, c'est mon 3e. J'en ai eu 2 avant le dernier, là, Logo, il s'appelle. Et donc, oui, moi, j'ai retrouvé toute mon autonomie avec le chien guide. Ça m'a apporté beaucoup. Je vais partout, en fait. À part Logo, je vais pas trop bouger encore avec lui. Mais avec mes 2 premiers chiens, je suis allé jusqu'en Basse-Normandie où mon père habitait. Je prenais le train tout seul. Non, vraiment, c'est vraiment... Ouais, donc, ça aide énormément, voilà. En fait, il faut que le chien il sente qu'on ait confiance en lui. Si le chien il sent qu'on n'a pas confiance, il fera pas du bon travail. Donc, s'il sent qu'on a confiance, il fera son travail comme il faut. Après, il y a des chiens, ils sont un peu plus perturbés. Ils veulent voir les autres chiens, s'amuser avec, mais bon... Après, ce sont des chiens. Moi, je dis toujours, ce sont des chiens et pas des machines. Oui, c'est pas des machines. Oui, mais bon, des fois, c'est quand même, ça peut être dangereux quand même. Oui, parce qu'on parle des progrès de technique, mais clairement, on aimerait peut-être pas se faire accompagner par des machines, non? Ouais, bah oui, oui. Parce qu'on voit au Japon des robots qui font tout et n'importe quoi maintenant. Non, mais la présence vivante d'un animal, d'un être vivant, c'est quand même pas pareil. Oui, et puis bon, moi, c'est mon 3e chien. Bien sûr. C'est là que j'ai connu Corinne pour mon premier chien en 2000. C'est la première fois que j'ai rencontré Corinne. Et puis voilà, on s'est plus quitté. C'est le grand amour. On va revenir un petit peu aux sources. On se retrouve dans quelques secondes. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. On va dériver un petit peu sur la scolarité, retour aux sources. Est-ce que vous avez tous pu suivre une scolarité normale? Comment s'est passée cette période de vie quand on sait que les enfants peuvent être cruels entre eux? Ça, c'est clair. Jean-Louis, tiens, tu veux intervenir déjà? Alors la scolarité, moi j'ai suivi un cursus classique comme tout enfant lambda suite à une décision de mes parents qui sont partis du principe que appareillé, j'entendais bien, je pouvais me permettre de suivre un parcours lambda. Après c'est vrai qu'avec les autres enfants, notamment au primaire, collège, c'était compliqué. Ouais, ils sont pas tendres. Elles sont pas tendres. Les enfants ils sont cruels, mais après une fois qu'on leur explique les choses... et qui veulent comprendre, généralement ils arrivent à assimiler la chose, et plus ils grandissent, plus ils deviennent matures et ils arrivent à adapter, et dans les relations sociales, à force, ça se passe bien, ça se passe super bien. Ah, je rebondis. Oui, Rachida, puisqu'en fait ça va concerner essentiellement Rachida et Marion, puisque nos 2 autres malvoyants, vous avez vécu à l'époque une scolarité normale, je suppose. Donc, pour ma part, en fait, les enfants ne connaissent pas le handicap, donc sont pas spécialement méchants. J'ai pas eu de difficultés, c'est plutôt le corps enseignant. Ah oui? Ah oui, vous avez une classe de 27 élèves, vous ne pouvez pas vous concentrer sur une élève. Ouais. Donc, vous la mettez au fond de la classe parce que ça vous prend déjà moins de temps. Donc, alors, est-ce que ça n'a pas évolué, ça, maintenant? Je vous parle de mon époque, je vous parle de moi dans les années 80, ça se passait comme ça. Mais, à l'époque, dès qu'on était un petit peu différent, de toute façon, on était toujours mis à l'écart, que ce soit pour tout. Quand j'entends que des fois, des enfants en situation de autisme ont besoin d'une accompagnante et qu'on leur laisse pas, et qu'il n'y en a pas assez, donc imaginez pour... les malentendants, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir... j'ai jamais entendu une personne qui est signée pour un enfant au sein d'une classe, dite normale, d'enfants entendants. Donc, du coup, j'ai été bloquée par la scolarité. J'ai abandonné l'école complètement en 4e. Et j'ai repris mes études à l'âge de 50 ans. D'accord. Donc, j'ai passé mon bac au campus de la Garde. Ça s'appelle un diplôme d'accès aux études universitaires. Et là, j'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir un aménagement complet mis en place par le campus de la Garde qui m'a permis de suivre ce cursus avec une 50aine d'élèves. Et du coup, j'ai pu obtenir mon diplôme. Et là, j'ai renoué avec le goût de l'école. Et du coup, je me suis révélée à travers... cette possibilité de pouvoir étudier, parce que c'est très important de pouvoir avoir accès à la culture.
Et on se dit, personne en situation de handicap qui n'enlève en rien notre intelligence et surtout notre motivation à faire partie du monde et d'être dans la normalité, entre guillemets. Je laisse la parole à Marion. Alors, je vais juste intervenir sur une question de Victor qui est en rapport avec ce que tu disais, Rachida. Pourquoi l'éducation nationale, alors qu'elle parle d'école inclusive, est totalement dépassée quand ils ont un enfant handicapé dans la classe sur le tiers-temps, sur les éducateurs spécialisés, les cours en ligne, en appui des cours, etc. Laurent veut 20h. Je dirais que c'est une question de finances, plus principalement. Ouais. Oui, l'État promet une école inclusive. Certes, des efforts ont été faits, mais aujourd'hui, il y a énormément de parents d'enfants en situation de handicap ou porteurs de handicap, c'est très important, et les enfants n'ont pas leur place dans l'école. Parce qu'il n'y a pas de personnel adapté pour suivre une scolarité. C'est une vraie révolution, cette histoire d'école inclusive. C'est-à-dire que l'éducation nationale essaie à marche forcée de changer complètement ses pratiques. Parce que c'est vrai que quand la façon dont vous posiez la question, vous parliez d'un enfant en situation de handicap, ce qui est absolument pas le cas de la plupart des classes, puisqu'il y en a plusieurs, avec des situations qui peuvent être très diverses les unes les autres. Il y a la question bien évidemment financière derrière, mais il y a aussi toute l'organisation d'une classe qui va être à repenser, une formation des enseignants qui va aussi être à repenser pour accompagner ce changement qui est un changement majeur au niveau de l'enseignement et de cette société inclusive. Mais on retrouve la même chose dans le domaine de l'emploi ou dans d'autres domaines. Ouais, on va y venir après. Donc du coup, maintenant, on va revenir sur ce que voulait dire Marion sur effectivement sa scolarité, Peggy. Alors, Marion, elle a eu un parcours scolaire vis-à-vis des enfants entre eux. Ça a été parfait. Elle était très intégrée. Cependant, elle a eu des soucis avec ses instituteurs. Elle a redoublé 3 fois. Le CP, le CE2 et la 3e. Et donc dans une scolarité adaptée ou normale ? Il lui disait tout le temps normal, dans un premier temps. Okay. Et il lui disait fais des efforts, tu comprends pas, tu fais pas d'efforts. Et même les orthophonistes, elle rentrait des séances d'orthophonistes en pleurs, fatiguée, parce qu'en fait, ils font l'école, en plus, il y a l'orthophoniste, etc. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de fatigue. Et c'est usant. Et justement, en fait, on lui disait toujours fais des efforts. Et elle m'a dit toute mon enfance, j'ai entendu fais des efforts. C'était la question qu'elle allait suivre. Comment un enfant handicapé fait pour être suivi par un psy, une orthophoniste, psychomotricienne? Comment un enfant déjà en difficulté arrive-t-il à gérer son emploi du temps très très chargé? On va peut-être demander à Jean-Louis le temps que Peggy traduit, non? Alors effectivement, moi aussi j'ai fait des cours d'orthophonie parce qu'en plus de mon handicap, j'avais du mal à parler, parce que comme on ne perçoit pas le son normalement, il est dur de le retranscrire normalement. Donc effectivement, comparé à un enfant normal, c'est sûr qu'on a limite l'impression d'avoir une surcharge de travail supplémentaire, qui demande des efforts supplémentaires, en plus de l'handicap qu'on porte tous les jours, qui est assez épuisant. Donc du coup, c'était compliqué à gérer, mais au final, on n'avait pas le choix. Si on voulait avancer, si on voulait intégrer la vie, fallait y arriver, tout simplement. Il y a aujourd'hui peut-être quelque chose qui se faisait pas à votre époque, Jean-Louis, c'est le fait de prendre en compte dans la construction de l'emploi du temps de l'élève le fait qu'il va avoir besoin de temps pour des soins, je veux dire soins au sens très large de ce terme. Et il y a des services qui existent, qui s'appellent des CESAT, qui peuvent intervenir au sein de l'école. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas cette chance-là, c'est des emplois du temps de folie. Et parfois, certains élèves ne vont pas à l'école certaines après-midi pour pouvoir suivre leurs soins. Je voulais juste profiter d'avoir le micro pour faire tout à l'heure, on parlait d'accessibilité. C'est vrai que la loi de 2005 a posé le principe de faire en sorte que la majorité des personnes puissent bénéficier de ce qu'on appelle le droit commun, et donc de pouvoir accéder à tout. Et on a fait le focus sur plutôt tel type de handicap que tel autre, comme le rappelait Laurent. Mais néanmoins, il y a des choses qui évoluent lentement, mais elles évoluent. Les adaptations dans les immeubles, par exemple, les nouveaux immeubles, ils intègrent forcément la possibilité de pouvoir installer des lumières, des systèmes sonores pour les personnes malvoyantes. Et donc, ces choses-là, il faut aussi les regarder. Sur ce que vous disiez aussi tout à l'heure sur les aides techniques, c'est vrai que, bien sûr qu'on n'est pas au taquet. On parle de l'école inclusive, ça avance lentement, mais ça avance. Sûrement.
Et on ne peut pas demander à un instituteur qui a 30 enfants dans sa classe de faire un focus sur 1 ou 3 enfants parce qu'il peut en avoir 3 dans sa classe. Alors aujourd'hui, ils arrivent à faire des focus, par exemple, sur des enfants dits, par exemple, au potentiel. On autorise même des ordinateurs en classe et tout. Donc il y a des choses qui ont changé depuis quelques années. Donc sur le handicap aussi. Oui, Laurent ? Ne nous trompons pas, l'inclusion d'un enfant qui présente une singularité, que ça soit un haut potentiel, que on a l'impression que maintenant, c'est pris en compte. Avant, ça ne l'était pas. Avant, on le mettait au fond de la classe et c'est fini. Oui, mais si vous voulez, c'est tout aussi complexe que l'accueil d'une autre différence. C'est-à-dire que on a un modèle éducatif qui s'est construit et une pratique où il est difficile de faire autrement. C'est-à-dire que un enseignant s'adresse à l'ensemble d'une classe. L'ensemble d'une classe. Il va adapter sa pédagogie. Quand il commence à avoir dans une même classe différentes singularités, il peut avoir de l'aide, donc c'est ce qu'on appelle les AESH, les assistants éducatifs, qui vont venir en soutien. Après, il y a la taille de la classe, il y a la surcharge que ça peut entraîner, les difficultés qu'il peut y avoir aussi sur la compatibilité des différents besoins des enfants. Parce qu'il y a des enfants qui vont avoir besoin d'un environnement extrêmement calme parce que ils ont des particularités sensorielles. C'est rapidement complexe cette affaire-là. Le terme inclusion ne signifie pas le fait de dire qu'on veut une école inclusive. Il suffit pas de le dire pour que ça le soit. Et je pense que c'est un phénomène de société qui fait que globalement, dans l'approche que l'on a de la constitution de notre société, on doit être en capacité de prendre en compte l'ensemble des différences qui composent cette société pour faire avec. Mais c'est lentement mais sûrement. Pour revenir à la question de base, du coup, qui était adressée à Marion, est-ce que Peggy a pu traduire ? Oui, j'ai tout traduit. Ça fait beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail. Ce soir, elle est très sollicitée. En fait, Marion, elle voulait juste rajouter en fait que par rapport à l'accessibilité, il y avait eu beaucoup de progrès et qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'il faut encore changer. Mais elle voulait revenir par rapport à sa scolarité. C'est que maintenant, comme disait Laurent, il y a des AESH, etc. Et c'est adapté en fonction du besoin de l'enfant et tout. Alors qu'à son époque, il n'y avait pas. Elle avait une AESH, mais qui signait pas, qui lui disait « regarde ». Parce qu'elle n'avait pas de formation à l'époque. Parce qu'ils n'avaient pas de formation, tout à fait. Voilà. C'était une question aussi que Marion voulait aborder. Est-ce facile en tant que parent handicapé de suivre la scolarité de ses enfants ? L'école est-elle accessible ? Alors, je vais prendre la parole. Oui, Rachida, le temps que Peggy traduise à Marion. Du coup, moi, ça m'a été très difficile au départ, car aujourd'hui, j'ai une facilité pour m'exprimer, ce qui n'était pas le cas il y a plus de 15 ans en arrière. Donc, j'avais extrêmement honte de ma voix et de ma façon de parler. C'est un sujet qui m'émeut beaucoup parce que très tôt, mes enfants ont dû être mes interprètes. Donc, pour pouvoir communiquer avec les enseignants, j'avais honte de parler alors que mes enfants n'avaient pas du tout honte et pouvaient communiquer facilement en disant ou en écrivant parce que je me servais beaucoup de l'écriture pour mieux comprendre. Et du coup, j'ai envié la scolarité de mes enfants. Par contre, je me suis investie dans leurs devoirs, dans leur apprentissage, car j'avais soif d'apprendre. Mais les enseignants avaient mis en place des échanges par écrit. Par la suite, aujourd'hui, avec le progrès par mail, pour pouvoir communiquer avec moi. Vraiment, la difficulté est arrivée pendant le Covid. C'est-à-dire que ce port de masque, ça a été vraiment pour moi une barrière. Je suis retournée dans le monde d'avant, sans aucune interaction. Évidemment, plus personne ne communiquait et ça a été extrêmement difficile, surtout au niveau du collège. Mais ça n'a pas été un souci pour suivre la scolarité de mes enfants, étant donné que c'était eux mes interprètes. Je laisse la parole à Marion, qui souhaite rebondir sur ce sujet. Alors, Marion, c'est l'accessibilité pour la scolarité de ses enfants, c'est un sujet très délicat. Parce que Marion est une maman seule, avec 2 adolescents, et elle s'est retrouvée confrontée à devoir prendre des rendez-vous
pour le lendemain, pas d'interprète. Et en fait, elle a dû apprendre à faire confiance à ses enfants, parce que c'est ses enfants qui interprètent. Parce que ses enfants se sont vus, ont entendu des réflexions du genre « ta maman vient jamais aux réunions parents-prof Voilà. Et il a fallu, à chaque fois, il faut qu'elle se déplace, il faut qu'elle explique « je suis sourde etc. » Donc, ou alors, comme on n'est pas toujours disponible, les interprètes, elle fait appel à des amis, mais elle n'a pas toujours envie que ses amis soient au courant que l'enfant peut avoir un souci lambda. Et c'est un sujet... Et par exemple, elle manque d'informations par rapport à ses enfants, du coup. On communique pas avec elle. Elle a le bulletin de notes et elle voit en fonction avec ses enfants. Très bien, merci. On revient dans quelques secondes. Avis, partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Après avoir parlé école, parlons maintenant travail. Est-ce que c'est compliqué quand on est handicapé de trouver un travail ? Comment votre association, Sophie, accompagne les jeunes qui rentrent dans la vie professionnelle ? Alors, on accompagne les jeunes et les moins jeunes. On les accompagne pour ceux qui... Alors, on n'est pas que sur la déficience sensorielle. Hein. Nous, on accueille des personnes, quel que soit le handicap, et on les accompagne pour élaborer un projet professionnel et puis ensuite, éventuellement, travailler sur l'acquisition de compétences. J'ai presque envie de dire qu'on les accompagne comme n'importe quel jeune qui aurait besoin d'être accompagné pour définir son projet. Parce que finalement, handicap ou pas handicap, il n'est pas simple de savoir ce vers quoi on veut se tourner professionnellement. L'avantage de... Déjà, ça ferme peut-être déjà des métiers aussi, en fonction du handicap. Hein. Là, si on se remet sur les sens, que ce soit aveugle ou... Alors, il est sûr que selon le type de handicap, tous les métiers ne seront pas... c'est logique, effectivement. Enfin, là, je pense qu'il y en a autour de la table qui pourraient en parler bien plus que moi. Mais du coup, on va, avec les équipes qui accompagnent, on va justement essayer d'aller repérer les talents des personnes pour les mettre en évidence et que ces talents puissent être mis ensuite au service d'un métier. Jean-François, toi, c'est un accident du travail. Est-ce que du coup, tu as pu reprendre ton travail après ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Oui, alors j'ai perdu la vue le 10 décembre 97. Je réparais un tuyau d'eau, je travaillais dans les travaux publics et j'ai une machine, elle m'explose le visage, donc j'ai eu un gros trauma crânien. Donc suite à ça, j'ai perdu la vue complètement, je suis dans le néant total. Je rejoins Rachida tout à l'heure qui disait qu'elle est sur deux mondes. Le monde des malentendants et le monde des sourds, ben moi c'est pareil, je suis à cheval entre deux mondes, entre le monde des voyants et le monde des non-voyants. Et où ça a été compliqué, c'est que la boîte qui a été reconnue coupable, je tairai son nom, suite à une faute grave, ne m'a pas gardé. J'aurais pu m'adapter à un poste, mais ils ont décidé de me licencier. Oui, sympa. Ouais. Le titre exact, c'était licenciement pour incapacité. Ensuite, je me suis inscrit, donc j'avais le droit au chômage, je me suis inscrit au chômage. C'était un parcours du combattant parce que quand on revient à l'école, moi, j'aimais pas l'école, je traînais dans les rues, je préférais. Je suis un garçon de la rue, je suis pas un voyou, mais bon, voilà, je préférais rester dans la rue que d'aller à l'école. Et bon, le truc, c'est que quand vous n'avez pas de diplôme, rien du tout, à 31 ans, refaire un cursus scolaire, c'est très compliqué, parce que ici, dans la région, il n'y a pas grand-chose. Et quand vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous pouvez pas vous permettre de partir en galère. Donc pendant 16 ans, je suis resté pas à tourner en rond parce que j'étais très bénévole dans l'association des chiens guides. Donc avec mon premier chien qui s'appelait Fox, c'était une femelle labrador noire. Et donc je bougeais beaucoup, j'allais dans les écoles, faisais beaucoup de sensibilisation, j'allais dans les stands. Et puis toujours grâce à Corinne, on en revient à Corinne, un jour à la remise d'un chien, j'ai rencontré une élue de la Seine. Et Corinne lui a parlé de moi, donc après je l'ai rencontrée, je lui ai discuté avec elle, et puis elle m'a dit, on prend rendez-vous, j'ai dit ok, ça va, bon au début, je me faisais pas trop d'idées, et puis je l'ai rappelé, puis on m'a dit oui, on vous accueille, il n'y a pas de souci, on vous reçoit, donc ils m'ont reçu, et puis c'était au mois de février 2013, donc j'ai la mémoire des dates, je me rappelle bien, et puis en juillet 2013, parce qu'entre-temps, entre l'année 2010 et 2013, je faisais des massages. Je suis masseur de bien-être sur chaise.
Et je revenais de Nice et dans le train, la dame, l'élu m'appelle, elle me dit oui, bonjour monsieur Filag, vous avez reçu des nouvelles du maire? Je fais non. Elle fait bon, j'ai l'honneur de vous dire qu'il vous prend. Voilà, donc je travaillais à la mairie de la Seine. Donc, mais je suis quand même resté pendant 16 ans sans rien faire. À part les chiens guides, c'est pas à part parce que c'est quand même un grand. Donc aujourd'hui, complètement réinséré dans le monde du travail. travail. Oui, complètement. Voilà. Ouais, je suis à fond. Je suis un vaillant, j'aime le travail. En fait, je crois que ma vie, je suis né pour travailler, en fait. Voilà. Et Jean-Yves, toi aussi, du coup, tu travaillais en tant que médecin? Oui, j'étais médecin du travail. Mais donc, moi, je suis malvoyant depuis que je suis à la retraite, en fait. D'accord, donc ça n'a pas joué sur la vie professionnelle. Non, mais j'ai eu à discuter de l'embauche ou de l'aptitude de personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que j'ai été très bienveillant par rapport à ces personnes, dans la mesure où le travail qui leur était proposé ne mettait pas en danger les collègues de travail, parce que je travaillais quand même dans le nucléaire, donc c'était important. Et puis, j'essayais de voir un petit peu si le travail, justement, pouvait leur apporter quelque chose. Et je me souviens, au début de ma carrière, je travaillais dans un hôpital. Et dans l'hôpital, donc, il y avait une infirmière qui était diabétique, qui se piquait 2 fois par jour à l'époque. Et ses collègues ne voulaient pas lui laisser la voiture de service parce qu'elle risquait de faire un malaise, etc. Et donc, je m'étais battu avec le directeur en lui disant, écoutez, vous la mettez à l'écart, c'est pas une situation. Il faut absolument qu'elle prenne confiance en elle et son diabète sera équilibré dans la mesure où elle aura pris confiance en elle. Voilà. Oui. Peggy, tout à l'heure, je crois que Marion voulait réagir. Par rapport au travail, en fait, depuis qu'elle est jeune, elle voulait travailler dans la petite enfance. Et on lui disait, tu peux pas, tu es sourde, tu peux pas entendre les enfants, tu peux pas, peux pas. Et elle s'est battue. Et puis, adulte, elle a passé son CAP petite enfance. Maintenant, elle travaille en crèche. C'est génial. En mairie. Et la mairie, là, lui propose de passer un diplôme supplémentaire pour faire auxiliaire puère pour qu'elle puisse évoluer. De toute façon, en crèche, elle est entourée de collègues qui entendent, donc voilà. Non, mais c'est surtout qu'elle a un sens en plus et qu'elle est très observatrice. Elle a élevé ses 2 enfants. Et, la vision, oui. Donc, c'est complètement possible. Je voudrais rebondir sur l'insertion des personnes en situation de handicap. C'est très important car c'est un projet qui se travaille avec des partenaires, avec l'association L'Adapte notamment, mais aussi Cap Emploi. Aujourd'hui, je suis chargée d'insertion professionnelle et relations entreprises au sein du centre de formation d'apprentis spécialisés de L'Adapte. Et nous proposons à des personnes en situation de handicap parfaitement employables avec des compétences aujourd'hui d'accéder ou d'intégrer un parcours de formation en apprentissage, en alternance sur les secteurs des métiers tertiaires. Mon parcours est atypique, longtemps mère au foyer, sans diplôme, grâce à un accompagnement personnalisé de Cap Emploi. J'ai pu passer un diplôme d'accès aux études universitaires, puis par la suite un titre professionnel de chargé d'insertion sociale et professionnelle. Et j'ai obtenu mon diplôme avec des aménagements spécifiques et aujourd'hui je suis en emploi. Et dans une société qui ne m'emploie pas parce que je suis une personne en situation de handicap, mais plutôt parce que j'ai les compétences pour être... parce qu'effectivement, ça c'est important. Voilà. Les sociétés sont obligées d'avoir un quota, on va dire, de personnes en situation de handicap et des fois, ils essayent d'embaucher pour ça. Là, c'est pas du tout pour cette raison-là. Non, pas mais du justement, tout. Lors d'un entretien d'embauche, quand la personne, est-ce qu'elle doit annoncer qu'elle est handicapée s'il n'est pas visible cet handicap ? Alors, en fait, c'est selon la sensibilité de la personne. Moi, je pousse mes candidats à assumer leur handicap et avoir confiance en eux et en leur handicap. Le handicap, c'est une force.
toute façon, normalement, l'employeur ne doit pas filtrer, hein, sinon c'est la Mais discrimination. très clair. en fait, Après, c'est ce qui est dit, c'est ce qui plus est fait. insidieux. Bien sûr. Alors Mais c'est plus insidieux, c'est plus mais insidieux que ça, ouais. aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises on dit bienveillantes. Je tiens à le signaler. Nous avons fait la semaine européenne de l'emploi et nous avons travaillé sur le DOD. Nous avons réussi à avoir plus d'une trentaine de partenaires et de candidats qui ont eu l'opportunité de découvrir un métier grâce à des entreprises on dit bienveillantes. Aujourd'hui, il y a des aides financières qui sont mobilisables pour l'embauche des personnes en situation de handicap, qui sont non négligeables, je le précise. Et la personne en situation de handicap ou porteuse de handicap est avant tout un travailleur handicapé. C'est-à-dire qu'il a les mêmes compétences qu'un travailleur dit normal au sein d'une entreprise. Il doit faire ses preuves comme n'importe quel salarié lambda et a le même statut qu'un salarié normal. Il est important pour les personnes en situation de handicap de rentrer dans la normalité, d'être considérés comme un travailleur à part entière. Ils ont envie de gagner leur vie, ils ont envie d'avoir une place dans la société et ils ont envie d'être intégrés, surtout au sein d'une entreprise, et qu'on puisse les considérer comme n'importe quel salarié. Il est très important, ils ont des compétences, ils ont d'excellentes compétences. Voilà. Ça peut être une valeur ajoutée aussi. Oui. Sophie. Oui, je voulais revenir sur ce que disait Marion et son expérience de vouloir exercer un métier pour lequel, en gros, tout son entourage lui disait « Ah bah non, c'est pas possible, tu fais pas ci ». Et ça nous ramène beaucoup, je trouve, aux représentations qu'on peut avoir les uns et les autres de la différence de l'autre. C'est-à-dire qu'on le regarde toujours à travers son propre prisme et ça permet pas à l'autre de devenir ce qu'il pourrait devenir. Donc on a un gros travail à faire encore en France sur les représentations. Et par rapport au fait d'annoncer ou pas son handicap, je pense que là encore, on peut pas avoir une règle là-dessus. C'est quelque chose qui est très personnel. Il y a des handicaps visibles, donc de fait, j'ai presque envie de dire, l'employeur, ma foi, il va le voir. Mais quand le handicap est invisible, il appartient à chacun, en fonction de sa propre sensibilité et de la nature de la relation qui va s'instaurer aussi avec la personne avec laquelle il va bosser, que ce soit un collaborateur ou le chef de l'entreprise, de le dire ou pas. Laurent, quelque chose à ajouter sur le travail ? Non, après le travail qu'on va mener avec des associations comme la nôtre ou celle que dirige Sophie, ça va être de permettre justement que le parcours de la personne soit le plus fluide possible. Le principe de la compensation du handicap, on le retrouve aussi dans le champ de l'emploi, c'est-à-dire qu'on va essayer de gommer avec des aides qui peuvent être des aides techniques, du matériel, qui peuvent être des aides en termes d'organisation du travail pour que ce soit le moins difficile possible. Alors en fonction on parle aujourd'hui d'acuité visuelle ou d'acuité auditive. Ça peut être aussi également de l'aide humaine, de la traduction en langue des signes, par exemple, d'une réunion, d'un entretien, d'une formation, qui vont permettre à la personne d'occuper ce poste, comme vous le disiez, de façon la plus naturelle possible. Donc l'entreprise arrive à s'adapter à l'handicap aujourd'hui. Oui. On l'aide à le faire. C'est-à-dire que les associations qui interviennnent dans le champ de l'adaptation vont les aider avec des financements qui sont des financements publics. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité de ce qu'on appelle l'OETH, l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap, le fameux 6% dont on entend beaucoup parler. Le quota, oui, dans les entreprises. Les entreprises qui ne peuvent pas s'acquitter de cette obligation d'emploi pour des raisons soit de choix, il y en a de moins en moins, mais aussi d'organisation même du travail, vont en fait verser une cotisation. Cette cotisation, elle va être rassemblée en un seul et même fonds qui, lui, va permettre l'intégration, l'inclusion, l'adaptation d'autres postes. D'accord. C'est-à-dire que nous, l'adaptation d'un poste, quand Peggy intervient dans le champ de l'emploi pour traduire une réunion, c'est financé par une partie des fameuses entreprises qui n'ont pas embauché leurs 6%. Ok. Les financements sont versés par l'AGFIP. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'employeurs qui réagissent en pensant qu'intégrer une personne déficiente, qu'embaucher une personne déficience visuelle,
c'est assez insurmontable. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui ont une scolarité normale parce que on propose certains métiers pour les déficients visuels, notamment les kinés, parce qu'il y a une école de kiné qui est spéciale pour eux. Mais il y en a beaucoup qui finissent leur parcours scolaire et qui se retrouvent après 20 ans sans plus être suivis justement par ces personnes qui suivent la scolarité. Je vois beaucoup de jeunes adultes pour qui c'est le parcours de combattant et qui pourtant démarchent beaucoup et qui sont reçus toujours comme des extraterrestres. Ah non, mais vous êtes non-voyants, je ne vais pas pouvoir toujours. Ouais. On a beau leur dire que la GFIP va pouvoir adapter un poste. Je connais beaucoup trop de jeunes qui se retrouvent à 30 ans et qui n'ont toujours pas pu... de perspective professionnelle. Voilà, qui sont toujours en recherche d'emploi à 30 ans. C'est pas faute d'avoir cherché, parce que voilà. C'est pas faute d'avoir une compétence métier. Sans compétence métier, souvent, parce que justement, les formations qu'on leur a proposées, elles n'ont mené à rien et qui se retrouvent sans formation, sans métier et qui ont une forte envie de travailler, qui vont démarcher auprès des employeurs et voilà, et qui n'arrivent pas à rentrer dans ce... Moi, j'ai connu beaucoup de jeunes à l'école. J'avais un enfant déficient visuel et je les retrouve, ils ont 30 ans. Et malheureusement, certains avaient fait une bonne scolarité et ils n'ont pas pu ça n'a pas pu aboutir. Ils sont toujours en recherche d'emploi à 30 ans. On parlait travail avec le Covid, par exemple. Tout à l'heure, je crois que c'est Rachida qui en a parlé, le masque et le plexiglas. Comment avez-vous géré? Marion, tu nous en parlais lors de la préparation de l'émission. Les petits tracas du quotidien, quand on est handicapé, peuvent devenir de gros obstacles. Des exemples, comment vous faites, vous, de votre côté? Alors, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Marion est signante, mais Marion lit sur les lèvres aussi. Et effectivement, pendant le Covid, nous avions tous les masques et ça a été 2 fois plus compliqué pour elle. Parce qu'elle demandait aux personnes, alors, si vous voulez pas retirer votre masque, parce que les personnes ne voulaient pas retirer leur masque, écrivez-moi, sauf que le ton n'y est pas. Voilà. Et c'était en fait des obstacles du quotidien, des courses, par exemple pour lui dire votre course coûte tant. Elle disait je comprends pas, alors il faut s'adapter, il faut regarder le montant sur la caisse enregistreuse. À son travail, elle travaille en crèche, donc c'était masque obligatoire jusqu'au bout, jusqu'à pas très longtemps. Les réunions, elle comprenait pas parce qu'il y avait le masque, donc on lui disait tu viens pas à la réunion. Et là, ça devenait compliqué. Très compliqué. Compliqué techniquement et émotionnellement aussi. Alors, je rejoins Marion sur la plupart des problèmes rencontrés. Donc, pendant la période Covid, j'étais en cours. Donc, on m'a demandé de ne plus venir en cours et de suivre les cours par visio, car j'avais accès au sous-titrage. Par la suite, j'ai dû me positionner sur un stage. Impossible de trouver une entreprise qui avait à sa disposition des masques transparents. Étant donné la cherté, du coup, un masque transparent coûte 10 € pièce. Et donc, faut savoir que c'est pas très pratique. Vous parlez avec le masque transparent, vous avez de la buée au bout de 2 secondes. Vous avez une équipe de 10 personnes. L'entreprise va pas acheter 10 masques transparents pour une stagiaire qui vient là pour une quinzaine de jours. Donc, après, pourquoi pas? Mais bon, effectivement, il n'y a pas eu ces efforts-là. Là, j'ai fait pas mis en place un remboursement au bout du 6e mois de la crise Covid. Donc, mieux vieux tard que jamais. Mais personnellement, je me suis renfermée sur moi-même. Parce qu'en fait, ça m'a rappelé ma chère époque bénie de ma jeunesse, où je vivais isolée du monde. Et donc, du coup, j'ai pris cette période pour me recentrer sur moi-même. Plus d'interaction, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que le monde des entendants s'est rendu aussi compte de la difficulté que nous rencontrions, nous, les sourds et les malentendants. Car même les entendants avaient du mal à communiquer entre eux avec ce masque, ce fameux masque blanc. Parce qu'on ne voit pas les émotions, on ne se regarde plus, on n'entend plus les mots, ni merci, ni bonjour. Effectivement, les caissières, elles baissaient la tête, elles en avaient marre d'avoir ce masque toute la journée. Et les personnes ont dû apprendre à lire
à lire le regard pour comprendre, à lire effectivement les chiffres imprimés sur la caisse enregistreuse. Et puis, si vous remarquez, les gens ont commencé à moins se dire bonjour et merci. Effectivement, le Covid a pu mettre en lumière toutes ces difficultés sur le sens de l'audition. Voilà, mais encore une fois, les masques transparents, très très chers. Donc, c'était un luxe. Parfait pour cette partie. On va faire un petit peu le tour de tout le monde. Maintenant, on se retrouve dans quelques secondes. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Et pour continuer ce débat, nous allons vous citer quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP ou sur notre répondeur le 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a eu Rodolphe de Lens qui nous a dit « Je suis malvoyant, j'espère que votre émission ouvrira les yeux aux gens et qu'ils comprendront qu'on est des humains comme tout le monde, marre d'être dévisagés dans la rue. » Léa de Tourcoing, j'ai plusieurs fois rencontré des personnes avec des handicaps. Je me pose beaucoup de questions sur leur mode de vie, mais je n'ai jamais osé leur demander. Faut qu'on en parle, seconde partie. Et pour poursuivre notre émission, nous allons donc donner la parole maintenant à nos invités sur leur quotidien, leur vie. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Oui, on va demander par exemple à Jean-Yves et Jean-François qui, eux, ne sont pas nés aveugles ni malvoyants, mais qui le sont devenus avec le temps. Est-ce que le regard des autres par rapport à vous a changé ? Oui, pour moi, énormément. Oui, parce qu'il y a eu un changement, il y a eu, l'avant et l'après. Voilà, il y a eu l'avant et l'après, et puis le truc, c'est que vous croyez avoir des potes ou des trucs comme ça, et puis du jour où il vous arrive un coup dur dans la vie, il n'y a plus personne, en fait. Ah, carrément. Ah oui, donc des potes avec qui on fait la fête, les voilà, apéros ça, et autres, voilà. Ils ont disparu. Voilà, après vous vous sentez un boulet, en fait. Moi, c'est mon ressenti perso. Je me sens, des fois, pour les personnes... avec qui je sors de temps en temps, que je suis un boulet. J'ai l'impression que je peux pas. Alors, c'est les mêmes personnes qu'avant? Non, plus du tout. Non, c'est non, plus du tout. Non, c'est fou, ça. Mes propres frères et sœurs. J'allais dire la famille, effectivement. On était 7 enfants, et vous voyez, bon, j'ai perdu un de mes frères, mais les 5 autres, ils me parlent pas, en fait. Ah oui, mais là, d'accord, ok. Ouais. Il y a ma femme, heureusement qu'elle est là, elle est toujours là. Il y a mes 3 enfants. Bon, il y en a 2 qui sont adultes, qui vivent plus à la maison, et puis mon fils qui a 14 ans. Mais sinon, non, la vie, elle est pas facile du tout. Déjà, quand vous avez eu une vie difficile dans votre enfance, dans votre vie, et puis quand vous commencez à bien vous en sortir, le sort s'acharne sur vous. C'est très difficile. Donc, tes enfants, tu les as eus après, en fait, ton accident? Alors, non, j'ai eu 2 filles. Ma fille aînée, elle avait 3 ans, 4 ans presque quand j'ai eu l'accident. Et ma deuxième, elle avait 4 mois. Et c'est mon fils qui est né, lui, en 2008, que j'ai eu après mon accident. Donc, j'imagine que du coup, tu as, vu que tu étais voyant avant, tu as encore leurs images dans ta tête tous les jours? J'ai leurs images, mais petites. Oui, bien sûr. Mes filles, elles ont 29 et 25 ans. C'est sûr, mais pareil. Tu les revois encore telles que tu les voyais à l'époque. Alors voilà, par exemple, contrairement à un non-voyant de naissance, lui qui n'a pas d'image dans ses rêves, parce que j'en ai parlé avec un jeune que beaucoup de gens connaissent ici, je crois, Nadir Ziadi, qui habite au Bossé. Et je lui avais posé la question. Et il m'a dit, j'ai pas d'image dans mes rêves, c'est tout du touché. Oui. Tandis que moi, je rêve toujours en couleur. J'ai toujours dans mes rêves, je vois mes rêves en fait. Je me souviens de mes rêves. Donc, vous voyez, tu te souviens de ta vie d'avant. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai une très bonne mémoire visuelle. Tout ce que j'ai vu, je m'en rappelle. C'est ce qui m'aide à me diriger tous les jours. C'est des questions qu'on a eues sur notre répondeur des gens, parce qu'on a effectivement j'ai compris que les gens sont devenus malvoyants, et c'est des questions qu'on se pose. Moi, j'ai encore toutes ces images dans ta tête. Ouais, je me souviens de toute ma vie, de mon plus vieux souvenir. J'avais 4 ans, et jusqu'à maintenant, ma vie actuelle, je me souviens de tout. La seule chose que je me souvienne pas, je n'étais pas inconscient, mais quand j'ai eu mon accident, je me souviens de rien. Je sais que j'ai parlé aux pompiers, je suis sorti de la tranchée tout seul, mais tout ça, je me rappelle pas. Je me rappelle de rien. C'est le néant total, ça. Jean-Yves, toi, du coup, le regard des autres a changé aussi, autant que pour Jean-François? Alors,
Pas autant, parce que en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, donc Les gens étaient au courant déjà. non, les gens se rendent pas D'accord. compte. Dans la famille, si tu veux, on te regarde, mais on te voit comme le père de famille ou le mari. Et puis, c'est quand tu commences à casser des objets, que tu retrouves pas les affaires que tu as posées à un endroit, mais que les autres ont déplacé sans le vouloir ou pour les ranger, tu te rends compte que finalement, ils te comprennent pas, quoi. Et on en voit chez tout le monde. C'est l'acceptation, si tu veux, de ce handicap qui pose problème. Parce qu'en fait, moi, avec ma femme, on s'est engueulé parce que elle ne comprenait pas. Je lui disais, mais faut pas laisser les placards ouverts, parce que moi si je vais devant, je me mets la tête dans le placard. Si tu laisses le placard mural ouvert, je vais me cogner la tête. Et c'était constamment, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le malvoyant, tout est problème pour lui. Vraiment tout. Tu vois, là, il y a un verre, mais... Il y a le micro, effectivement. J'ai la chance, si tu veux, d'avoir un verre où il y a un décalque. Gravé. Oui, tu vois, c'est ça. Mais le verre qui est transparent, tu vois, là... Hein, t'entends devant le micro, voilà, quand t'entends bien, si tu arrives à le voir, le micro. Tu le vois, le micro, du coup? Oui, c'est foncé, si tu veux. Mais là, le verre, moi, je le vois pas. D'accord. Donc, je te parle. Je parle avec les mains, paf, je fais tomber le verre, tu vois. Voilà. Ok. Et donc, si tu veux, ce sont des choses qui arrivent progressivement. Et donc, ton entourage ne se rend pas compte des choses. Et on ne l'accepte pas, finalement. Essaye du coup de te rapprocher un petit peu du micro, tu le vois, voilà. Ouais. Et pour Oui, la c'est des conduite, choses c'est qui ce que tu paraissent disais évidentes, tout à mais- l'heure. Du coup, t'as arrêté de toi-même de conduire parce que tu devenais trop dangereux. Oui, Il n'y a pas oui. eu, personne ne t'a dit, les gens ne s'en sont pas aperçus de ton entourage. Moi, je le disais. C'était progressif et du coup, ça devenait... Oui, c'est-à-dire que moi, si tu veux, tout ce qui est au-dessus de la ligne d'horizon et tout ce qui est à gauche, je ne vois pas. Donc, j'arrivais dans le village où j'habitais, il y avait un passage pour piétons. Je m'arrêtais devant le passage pour piétons, je regardais à gauche pour être certain qu'il n'y avait pas quelqu'un qui traversait. Ouais, donc là, ça commence à devenir regarder compliqué. dans le rétroviseur, je ne voyais pas ce qu'il y avait dans le rétroviseur, tu vois, de côté. Voilà. Donc, mais c'est progressif. Et c'est là où, finalement, la famille ne comprend pas. Parce que tu étais normal et puis ça se dégrade de plus en plus. Et à la limite, on se demande Oui, si c'est t'es pas pas en pareil train de que fabuler, Jean-François, quoi. effectivement, c'est du jour au lendemain. Moi, Jean-François, tu voyais il y a un truc, impec, excusez-moi, je vais vous couper, où je suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Yves. C'est que, ils nous comprennent pas, tant mieux qu'ils nous comprennent pas déjà, parce que c'est pas évident de se retrouver dans le noir où on voit plus rien. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que les gens, ils nous ont connus voyants. Après, ils nous connaissent non-voyants. Mais avec le temps, comme on a gardé, moi, j'ai gardé tous mes automatismes de voyant, en fait. Je vis comme un voyant, même si je vois plus. On peut me dire, t'as vu le film hier? Je dis, ouais, il était pas mal et tout. Mais le truc, c'est que je m'en suis rendu compte au travail, c'est qu'on se comporte tellement comme si on voyait pas, qu'on fait des choses à l'aise, personnellement pour moi. Donc les gens, ils nous considèrent plus comme quelqu'un qui voit pas, en fait. Ah oui. Moi, je sais qu'au travail, ça se passe comme ça, et les gens, ils me disent, on se rend même plus compte, en fait, que t'es aveugle, parce que tu fais les choses comme quelqu'un qui voit, en fait. Et est-ce que ça vous demande beaucoup d'efforts? Non, c'est, je sais pas, peut-être mon caractère m'a beaucoup aidé, ma vie passée, je pense m'a beaucoup aidé. Faut pas se laisser abattre, faut être battant. Non, après c'est pas facile tous les jours, mais bon, je continue à avancer, je me suis adapté. Bon, l'école c'est pas mon truc, j'ai appris le braille, mais pour moi c'était une torture. Le numérique est là maintenant, c'est c'est le top. Je le connais, le braille, je l'ai appris pour pas rester bête, ça peut aider quand on a besoin d'un médicament. Doliprane, si je peux, excusez-moi pour la pub, ou un truc comme ça, c'est tout équipé en braille. Mais les gens, ils peuvent pas nous comprendre, et puis c'est mieux qu'ils nous comprennent pas, mais je vois pas les choses comme Jean-Yves, en fait. Alors moi, Rachida, je peux dire que quand même, j'ai remarqué, il y a très longtemps que je suis dans la déficience visuelle, entourée de
déficients visuels, amis avec des déficients visuels. J'ai eu un enfant déficient visuel. Et ce que j'essaye toujours de faire comprendre à leur entourage, c'est que, ce dont je m'aperçois, c'est qu'en fait, c'est peut-être normal, vous allez me dire, mais la première chose que les gens voient, c'est quand même leur handicap. Et quand moi, je suis avec une personne handicapée, peut-être parce qu'il y a longtemps que je les connais, on arrive à oublier leur handicap. Et ce qui est dommage, c'est que les gens sont souvent tétanisés devant un non-voyant parce que ils vont vous dire qu'est-ce qu'il veut à manger le monsieur, est-ce qu'il veut boire, voilà. Et je dis mais demandez-lui. Voilà, c'est avec toujours toutes les situations de handicap, c'est ce qu'on a essayé de faire avant l'émission, effectivement. Oui, voilà, après, il y a des choses. C'est toujours comme on ça. sert un verre, et moi, j'explique. On est parti en week-end avec 2 minibus. Là, on était 15. On était combien ? 14. On était 14. Il y avait 9 déficients visuels, donc des non-voyants complets comme Jean-François. Et on était 4 accompagnateurs. C'est pas assez. Mais comme on les connaît bien, voilà, les malvoyants aidaient les non-voyants. On est parti en week-end à la montagne. On a passé un super week-end. On a fait des balades voilà, on a mangé tous ensemble. On a rigolé. On a fait plein de choses. Et après, au retour, les gens disaient ah, t'as fait ça ? Oh là là, je t'admire et tout. J'ai dit, il faut arrêter avec ça. Nous, on est partis avec une bande de potes, quoi. Les gens ne comprennent pas que le handicap, je trouve que des fois, ça les tétanise. Ils ont l'impression que voilà, la personne, c'est une personne aveugle. Voilà, quand on mange en face de quelqu'un, bon là, on parle du handicap moteur, mais qui est assis en face de vous, il faut oublier ce handicap. Et là, c'est pour ça qu'on parle... la question était au départ, comment se comportent les gens avec vous depuis que vous êtes handicapé. Voilà. Malheureusement, je dirais, c'est vraiment pour tout le monde, le premier trait de caractère d'une personne, elle est aveugle. Après, on s'intéresse à son caractère, à ses goûts, à son tempérament. Alors, Laurent veut intervenir. Rachida aussi tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est... je voulais juste dire, je ne sais pas si Jean-François ressent la même chose. Donc moi, je suis née malentendante et ce handicap fait partie de moi. C'est-à-dire que j'ai grandi malentendante, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une joie de vivre. Mais le fait de mal entendre, ça vous isole du reste de la société. Donc en fait, vous avez peur du regard des autres. Parce que vous n'avez pas d'interaction, mais vous-même vous êtes une personne qui aimait la vie, qui est joyeuse. Le handicap n'impacte pas votre caractère. C'est surtout la société, le regard que la société a sur vous, et que parfois vous n'avez pas envie de voir ce regard. Une anecdote tout simple, parfois je suis dans un groupe d'amis, je n'entends pas les discussions. Et on me dit souvent, mais t'es sourde ou quoi ? Voilà, c'est des mots comme ça, et puis vous reprenez pas. Vous déjà, dites, entre entendants normaux, voilà, donc, mais vous, ça vous touche en fait, parce que oui, vous êtes malentendante et vous n'entendez pas. Donc, pour éviter ce genre de remarques, vous vous renfermez sur vous-même et on a peu d'interaction. Les malentendants, ça nous demande extrêmement beaucoup de concentration, de pouvoir communiquer à l'extérieur. Donc, on reste souvent isolé. Alors, effectivement, toi, comme tu dis, c'est depuis toujours. Ce qui est dingue, c'est Jean-François qui explique que tous ses amis de l'époque, en gros, voilà, depuis qu'il est devenu aveugle, ils ont tourné la page. Enfin, mais il n'est pas bon temps d'avoir un ami en situation de handicap. C'est pas des amis dans ce cas-là. Non, c'est pas des amis. Non. Mais c'est pas des amis. Il n'y en a même pas un seul qui est resté. Non, fou, pas un seul. La famille, voilà. Les seuls amis que j'ai, sans parler de Corinne, oui. Non, mais c'est vrai, je dis la vérité. C'est des amis d'enfance, mais bon, ils sont restés dans la banlieue parisienne et donc on se voit de temps en temps, mais c'est bon, c'est que ça reste quand même des amis en fait. Jean-Louis veut intervenir du coup. Oui, je veux rebondir sur ce que disait Rachida. C'est vrai que moi personnellement, il faut que les gens ils comprennent que dans la peau d'une personne qui est en situation de handicap, pour elle, est une personne normale. Il n'y a rien de différent. Moi, je vis une vie normale et j'ai pas l'impression... Surtout que tu as ça de naissance. Donc j'ai ça de naissance. Tu as toujours été comme ça, donc tu es comme les autres. Hein. Mais à la limite, j'ai envie de dire que pour moi, c'est les autres qui sont handicapés parce ironiquement, du coup. Ouais, logique. Non, donc, du coup, voilà. Et du coup, j'ai mené 2 combats parce que j'ai quand même un handicap invisible, comme j'aime bien dire. Et j'ai mené 2 combats où au début, il fallait rabâcher en disant mais les gars, je suis comme ça,
les gens ils oubliaient, ils faisaient des réflexions, comme par exemple mais tu es sourd ou quoi. Puis j'ai mené un autre combat que je mène depuis peu en tournant ça sur de la dérision. Comme ça les gens déjà ils voient que je suis une personne normale qui aime bien rigoler et ça permet en même temps de mettre une petite piqûre de rappel en disant je suis rigolo, je suis là, mais j'ai un handicap, faut pas oublier, faut pas me tourner le dos quand vous me parlez parce que je me sers de la lecture labiale et plein de choses comme ça, quoi. Ah oui, ça, je le confirme, excusez-moi de vous interrompre, que comme pour nous, les mal et non-voyants, quand quelqu'un, on entend lui parler, qu'il est en face de nous, et puis qui s'en va sans nous le dire. Et qui continue à parler. Moi, je continue à faire mon monologue. Et puis après, on me dit, mais à qui tu parles? Et je te parle à toi. Mais j'étais plus là. Bon, voilà. On passe pour un peu pour des cons, quoi. Non, mais ouais, c'est sûr. Et je rebondis sur Il ce y a que Marion disait Jean. juste depuis tout à l'heure Oui, qui essaye Marion de qui veut. rebondir. Pardon, Marion. En fait, Marion voulait réagir parce qu'en fait, elle n'a pas vécu du tout la même chose que Rachida. Marion est gênée en rien. C'est-à-dire qu'elle dit, moi, je n'ai aucune gêne par rapport à ma surdité. Je signe, j'ai l'habitude qu'on me regarde. Elle me dit, c'est plus les entendants qui sont gênés. Et elle me dit, elle me dit, des fois, les entendants, ils sont avec leur micro, leur téléphone, ils parlent. Elle me dit, moi, je pose en plein rayon mon téléphone pour me faire en visio. Je signe, les gens me regardent. De toute façon, ils savent pas ce que je dis. Voilà. Oui, ça pour le coup, oui. Pour la majorité, elle peut dire. Et du coup, elle vit très très bien le regard des autres. Ça la dépasse complètement. Oui. Laurent. Après, la question de l'acceptation, on parlait tout à l'heure de l'école inclusive, de la société inclusive. On peut espérer, on peut attendre que la visibilité et l'inclusivité qu'on trouve aussi dans les séries. Enfin, il y a quand même une série Marvel qui a maintenant une des héroïnes qui communique en langue des signes. On commence à voir de plus en plus de différences sur les plateaux télé, dans les séries, dans les films. Oui. On peut espérer que ce que vous citiez tout à l'heure sur ce regard très insistant ou ce malaise qui peut apparaître quand on n'est pas informé se dissipe au fur et à mesure. C'est notre côté optimiste qui reprend le dessus. C'est vrai que les choses évoluent et je pense que cette exposition médiatique, y compris médiatique, pour peu qu'elle soit pas malsaine. On aurait fait cette émission il y a 30 ou 40 ans, on n'aurait pas eu le même discours en fait. On était beaucoup plus militants il y a 30 ans. Ouais. Il y a eu quand même des avancées. Il y avait Corinne tout à l'heure aussi qui voulait rebondir. Oui. Je sais pas si on est passé à autre chose ou si c'est toujours d'actualité. Je me rappelle plus sur le sujet. Et oui, beaucoup de personnes. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, quand je disais Jean-Louis dit je suis normal. Je le dis aussi, mais c'est des gens normaux, ils ont juste un petit peu de difficulté, un peu plus que toi. Voilà. J'insiste toujours sur le côté normal. Voilà, quand on est au resto avec quelqu'un qui voit pas, je vois pas. Bon, ils ont l'habitude de manger, ils en mettent pas partout, mais je vois pas le problème. On papote et on oublie complètement le handicap. Mais ça, c'est difficile à faire comprendre. Il y avait eu il y a quelques années de ça une pub de l'État qui était, vous vous souvenez pas, c'était sur une affiche Bordeaux, il y avait 4 visages et ça disait quelque chose de avant mon handicap, il y a moi et je suis une personne. Vous avez mis ça partout. C'est tout à fait. Ouais, ça évoque des souvenirs lointains. Mylène, du coup, c'est quoi du coup le quotidien d'une personne non-voyante, malentendante, etc. Comment réagissent les gens ? Donc on l'a plutôt abordé. Est-ce que le quotidien est adapté ? Est-ce que par exemple tu peux facilement te rendre sur internet, te déplacer, aller au cinéma, choisir tes vêtements ? Jean-Yves ? Non, c'est une catastrophe. Aller au cinéma, je peux me déplacer pour aller au cinéma, mais tu vois vraiment pas. Pour voir un film, il faut que j'ai une audiodescription. Et je n'ai et je l'ai dit au début, pour 500 films qui sortent, il y en a à peine 100 qui sont audio décrits. C'est-à-dire que cette partie de la culture est très peu accessible aux non-voyants. Cinéma, on parle. Au niveau de la télévision, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on te dit ce film est en audio description, très bien. Oui. Mais le problème, c'est que quand tu as 2 films en audio description, tu peux pas les regarder les 2 en même temps. Donc tu regardes des replays et les replays ils sont pas en audio description. Ah, ok. Voilà. Donc là c'est donc en fait, un problème. De regarder la télé en direct en fait. Voilà. Voilà. Alors qu'aujourd'hui c'est vrai que les gens consomment de plus en plus la télévision en replay. Voilà. Les replays ne sont pas sous-titrés non plus. Hein. Ouais, c'est ce que. Et les spectacles, les théâtres alors, Jean-Yves, tu peux en parler. C'est une catastrophe. Tu regardes par exemple là sur Toulon, donc
il y a 80 pièces de théâtre sur Liberté et puis Château-Vallon. Il y en a 3 qui sont en audiodescription. Dans l'année. ouais. 3 dans l'année. 3 sur les 80. Ouais, Sur les 3 sur les culture, c'est 80, il y en a compliqué. un pour enfants. Il y en a un qui est à Château-Vallon et qui est en milieu de semaine. Et en milieu de semaine, moi, j'ai pas de bus nocturne, si tu veux, qui peut me ramener de Toulon jusqu'à la Seine, tu vois. Ah oui. Donc, en fait, sur les 3, j'en ai pris qu'un. Jean-François, du coup, pareil, Alors, compliqué. non, parce que moi, j'écoute pas la télé. J'écoute beaucoup de livres. Tu parlais de films tout à l'heure, tu dis Les films, alors oui, alors j'écoute. L'anecdote. Ouais, ah oui, je le dirai après. Oui, alors les films, j'écoute beaucoup de films que j'ai déjà vus. Comme ça me permet de me refaire les images. Par contre, avec mon Donc que tu as des vu films avant d'être ton accident. avant d'être, 97. voilà, c'est ça. Alors, comme j'aime beaucoup les films d'action ou même les films rigolos, Ou j'aime les bien. films tristes, façon Titanic à l'époque. Ah non, 97. non, Tu l'avais 98, vu il est sorti. 98, ah oui, c'est vrai. Je voyais plus, mais non, c'est pas mon genre de film, ça. Non. Les science-fiction J'écoute de beaucoup l'époque. de livres. J'adore Stephen King. Ouais. Il est Les audiolivres, ouais, ça c'est super maintenant. Voilà, Avec ouais, le ça, numérique. c'est super. Et dans un de ses livres, il a dit un aveugle de naissance, il sait qu'il est aveugle que si on lui dit, sinon il sait pas en fait. Ouais. Voilà, pour lui, il sait pas ce que c'est le mot aveugle avant qu'on lui dise quoi. Mais non, sinon oui, voilà. Après les films que je suis allé voir au cinéma dernièrement, c'était avec mon fils, cinéma de Sifour. Il est très très bien. Les places sont moins chères qu'à Toulon. Ils ont l'audio-description et c'est les Ça se développe un peu partout en France, voilà, c'est bien et ça. c'est les Avengers qu'on a écouté, quoi. Moi j'ai écouté, que mon fils a regardé. Alors l'avantage, c'est que, comme je disais tout à l'heure, j'ai une très bonne mémoire visuelle. Et quand j'étais plus jeune, dans les années 70, jusqu'à que je perde la vue, je lisais que des bandes dessinées comme ça, en fait. Donc je D'accord, peux... du coup, tu peux mettre des images dans ta tête. Voilà, c'est ça. Par rapport au c'est son. ça. Ouais. Voilà. Alors, les seuls trucs que j'ai jamais vus, c'est mes tatouages que j'ai sur tout le corps. Alors, je crois que je suis l'aveugle le plus tatoué de France. On a dû te les décrire. Quand Ah ben, même. c'est moi qui les ai choisis. Hein, à la Ah oui, base. quand même. J'ai une quarantaine de tatouages. Tu les as choisis comment? Dans mon imagination, certains. Et puis, par exemple, j'ai Hulk sur le mollet droit derrière. Ouais, ça Voilà. tu t'en rappelles quand même. Comme j'ai des gros mollets, je me suis fait faire Hulk. Après, j'ai des signes astrologiques de mes enfants. Le dernier que j'ai fait en date, c'est Calimero sur l'avant-bras. C'est trop injuste. Ça te représente. Voilà, ça me représente. Ouais. Je trouve que la vie, elle est injuste. Mais bon, après... C'est raccord avec Jean-Louis, Voilà. c'est une personne normale. Voilà, normalement. j'aime la vie. J'aime quand même énormément la vie. J'ai jamais pensé avoir d'idées noires, rien du tout. Non. Même si c'est difficile, j'ai jamais eu d'idées noires. Jean-Louis, toi, en tant que personne malentendante, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi au quotidien? Le plus difficile, c'est que, comme je disais tout à l'heure, j'ai un handicap qui est invisible et les gens, ils oublient, ils prêtent pas attention. Quand ils discutent avec moi, ils tournent la tête. Et moi, j'ai besoin de la lecture labiale. Ils articulent pas. En plus, avec le Covid, comme disait Rachida, déjà, juste le masque, ça suffit. Mais le masque a encouragé les gens à bafouiller. Et c'est depuis une catastrophe. Ah ouais, Je à ce moment-là, comprends plus personne. C'est vrai, c'est vrai. C'est fou ça. C'est vrai. Ouais, je comprends. Rachida, tu confirmes et du coup le temps que Peggy traduise, effectivement que les masques, les gens maintenant bafouillent plus ou avec leurs lèvres articulent moins peut-être. Ouais, voilà. Ça c'est possible. C'est vrai que c'est peut-être ouais. Parce qu'en fait on avait la bouche rouge donc concrètement c'était C'est incroyable. c'est fou ça. Et du coup vous le ressentez directement. Je suis impacté dans la vie de tous les jours. C'est dingue ça. Ça a permis à comprendre ce que les malentendants et sourds vivaient au quotidien. Ce masque, en fait, ça a été une Ouais, opportunité. mais aujourd'hui il y a encore des séquelles visiblement. On articule moins qu'avant. Déjà, il y a une séquelle au niveau des interactions. Il y a beaucoup d'agressivité dans l'air. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Les gens n'ont plus envie de se parler, ne se saluent plus. Parce que pendant 2 ans, on voyait plus les regards, les sourires. Voilà, donc, exactement. Moi, je vis grâce au regard des autres. Je vis en regardant les autres. Le langage non verbal, c'est notre langage. Ce qui nous permet de comprendre si une personne est contente, mécontente, si elle nous écoute, etc. Ça fait des années, depuis toujours que je fonctionne comme ça.
Donc forcément, Moi, je voudrais- en tant que malentendante, tu développes beaucoup plus ce sens qui est la vue. Alors, je suis une On imagine. excellente observatrice Ouais, on et j'ai imagine un bien. pouvoir, c'est Au même de titre que Jean-François comprendre. doit bien utiliser C'est de ses oreilles. comprendre maintenant. les conversations à côté de moi au restaurant, des couples qui se disputent C'est fou, doucement, des C'est un jeu secrets qui peut-être, non s'échangent. C'est un Ah jeu, oui, les j'adore fois, ça, de moi. Ah oui, déchiffrer. oui. Je Nous, on n'y suis, arriverait pas à le faire. On dira pas une voyeuse, mais oui, je suis de nature pourtant très curieuse et des fois, j'écoute avec mes yeux. Voilà, Ouais, j'écoute ouais, c'est avec trop loin, mes tu entends yeux. rien. Hmm. Mais c'est un pouvoir parce que parfois on peut choper des conversations et puis je laisse la parole à Marion. Ouais, il nous reste 5 minutes d'émission. Ça passe Alors, vite, hein. Marion n'est pas tout à fait d'accord avec Rachida. Ah. Marion, elle pense que depuis qu'il y a eu le retrait des masques, les gens, en fait, avec les masques, les entendants ont eu des difficultés de compréhension. Et du coup, maintenant qu'ils n'ont plus les masques, ils font plus attention à Marion en disant « Oh là là, moi, quand j'avais les masques, j'ai un peu galéré. » Du coup, ils font beaucoup plus d'efforts, ils articulent, ils la regardent et elle trouve qu'ils sont... Alors, c'est le Quoi comportement vis-à-vis de Marion. Ouais, Alors, effectivement. oui. D'accord. Ils sont beaucoup plus attentifs à l'articulation, à la rapidité aussi, et au positionnement. Effectivement, oui. Ses collègues, elle parle de ses collègues, là. Elle Ouais. parle de ses collègues, mais dans la vie de tous les jours, parce Ah qu'elle oui. a... Voilà. Je voulais dire un mot à Rachida. Alors, si tu n'entends pas ta voix, moi, je te dis, tu as une jolie voix. Oh, merci. Est-ce que tu t'entends bien, Rachida, là? Là, c'est bien. En Je t'ai mis le fait, volume très fort sur le alors, casque. Il est oui, hyper fort. Alors, je Mais vais vous pour avouer toi, oui. une chose. Ce qui m'a sauvé entre guillemets, c'est ces séances d'orthophonie Ouais. intensive pendant plus de 5 ans, à raison de 5 heures par jour. Et du coup, j'ai eu un formidable professionnel qui un jour, grâce à des amplificateurs, m'a fait entendre le son de ma voix. Parce que je n'avais jamais entendu le cri de mes bébés. Ce sont des cris Ah oui, aigus. alors pourtant, qu'est-ce que ça crie. Voilà, et du coup, vous avez rien loupé. Hein. Quelle chance. Il y a plus d'un parent qui va te dire que tu Et n'as rien raté. depuis, je peux vous assurer que je suis une incorrigible bavarde. Ouais. Je parle énormément. Tu vas avec bien mes parler ce candidats. soir pour cette Oui. émission, c'est clair. Et c'est grâce à ces séances que je peux aujourd'hui communiquer facilement. Mais il m'arrive parfois de ne pas pouvoir contrôler la puissance de la voix avec la respiration. Donc, des fois, je crie, mais en fait, moi, je pense que je parle. Alors là, ça va en radio. En radio, tu as tout ce qu'il faut pour avoir la grosse voix. En radio, tout le monde a une voix linéaire. Mais merci pour le compliment. On va Il y a faire une un belle tour voix. de table. Donc, Peggy, tu peux déjà Avant de dire au traduire revoir, on a pour encore Marion. un petit peu de temps. Donc, ça sera la même question. Avec la médecine qui avance, est-ce possible un jour de retrouver la vue, l'audition, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on va la poser à Jean-Yves, mais on fera le tour de table. Un jour, tu as envie de revoir ou tu préfères rester avec ton handicap actuel? Oui, Jean-Yves. Ne serait-ce Approche-toi du micro. Oui, qu'on t'entend mieux. ne serait-ce que voir mes petits-enfants grandir, oui, tout à fait. Donc, Tout à à fait. choisir revoir. Ah oui, bien sûr. Ouais. Jean-François? Parce que ça, c'est. Bah oui, en fait, c'est même pas une question. Ça, je pense que c'est une question qu'on n'aurait pas dû nous poser. Mais bon, oui, c'est vrai. Parce que la Mais je médecine sais- avance, hein, on entend Ouais, parler mais moi- de choses, d'un Ouais, mais- plan, de choses peut-être. Oui, mais le truc, c'est que moi, j'ai sur l'œil qui me reste, comme il me reste qu'un seul œil, j'ai le nerf optique qui est abîmé. Et au niveau de la science, le nerf optique, c'est hyper complexe. On peut pas faire grand-chose, mais bon, faut Je sais garder. pas, on entendait C'est ce qui m'aide à vivre, c'est d'avoir l'espoir un jour de revoir. Et en même temps, je me dis peut-être je reverrai jamais. Voilà, donc ça, j'arrive à faire la balance et c'est ce qui m'aide à tenir. Par contre, quand on pose la question à une personne qui est née non-voyante, la plupart du temps, elle dira non, ça m'intéresse pas de voir. Et oui, justement, Ouais, c'était parce la qu'elle question ne que j'allais connaît pas. poser aux handicapés de naissance, on va dire. Jean-Louis, toi, entendre ou garder ton handicap? Non, moi je veux le garder parce que j'ai appris à vivre comme ça et les moments où j'écoute pas, où j'ai pas mes appareils, ben j'entends rien et je suis très bien comme ça. Ah oui, ça te permet de t'isoler, d'être tranquille. Et de bien dormir. Ouais. Ouais. Vous savez, pour les malentendants, il y a la possibilité de demander un implant cochléaire. J'arrive jamais bien à dire ce Cochléaire, mot. ouais. Voilà, en sachant que c'est une opération très lourde médicale que j'ai refusée.
je vis avec ce handicap depuis toujours. J'arrive quelquefois à entendre des sons, j'entends les vibrations de certaines musiques. Et là, on t'a mis le Mais casque voilà. très très fort. Et on effectivement. finit par Marion. Alors, Marion, est-ce que Marion peut essayer de nous faire refuserait catégoriquement. Elle dit que sa surdité, ça fait partie de son identité et qu'elle resterait sourde quoi qu'il se passe. Marion, essaye de nous faire un petit mot pour terminer. Il nous reste 1 minute 30. On va refaire un tour de table. On va essayer d'entendre la voix. Ah, salut. Vas-y, refais un petit salut, Marion. Salut. Parfait. Et ben voilà. On peut refaire un tour de table, Oui. Mylène. Alors on avait Corinne Tortora qui est déléguée du Var des chiens guides d'aveugles. Merci. Merci beaucoup. Nous recevions aussi Jean-Yves Viau qui est ancien médecin et qui est devenu malvoyant. Merci Jean-Yves. Merci à vous. Jean-François Filag, aveugle depuis 20 ans à la suite d'un accident du travail. Merci. Ben, merci à vous. Hein. Et j'ai un petit message. S'il y en a, ils ont des chasses d'eau à changer. Je suis plombier. C'est vrai. Fais ça Et c'est très vrai, bien. je le fais vraiment. Nous avions Je donc fais vraiment. Laurent Gachon aussi qui est directeur adjoint du Var de l'Urapéda Sud. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Marion Cuillet qui est sourde et sa traductrice Peggy Montigny, intervenante en accessibilité et compensation à l'Urapéda Sud. Merci. Merci. Sophie Aboudaram qui est directrice de l'ADAPT du Var. Merci, bonsoir. Rachida Bendehan qui est malentendante et chargée de l'insertion professionnelle à l'ADAPT du Var. Merci. Merci à vous de nous avoir donné la parole ce soir. Et on a Jean-Louis qui était malentendant. Merci à vous pour votre attention. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission sur Oui. Faut qu'on en parle. Et faites un petit tour sur notre site internet www.fautquonenparle.fr. Les L'actu podcasts- tous les jours. Oui, et les podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes, bien évidemment, Spotify, Deezer, Apple, tout ce que vous voulez, et sur notre site internet. À bientôt. À Bye ciao. bye bye. Bye bye.